Donc bonjour à toutes et tous. Merci. Vous m'entendez bien? Voilà, super. Merci de votre présence. Ça nous fait chaud au cœur. Comme vous le savez, on est élus dans l'opposition. On essaie de faire de notre mieux pour informer la population. Et tout l'objet de cette réunion. Alors je vais être très bref sur l'introduction de cette réunion pour rappeler pourquoi on l'a fait. On a fait cette réunion parce que on est dans le collectif eau, comme vous le savez, depuis plusieurs années d'ailleurs. On s'est battu pour un service public de l'eau. Ça, c'est un combat qu'on a mené. Nicolas en parlera tout à l'heure en tant que leader du collectif. Pourquoi le verbe au passé? Il l'expliquera. Parce que le combat sur la gestion publique, il est perdu. Parce que la Saint-Quentin est passé à renouveler le contrat. Mais Nicolas en parlera tout à l'heure. Mais il y a encore des combats à mener sur l'assainissement. On a fait quelques papiers pour expliquer un peu toute la problématique de l'eau en termes écologiques. Je ne sais pas si vous avez vu le chiffre qu'on avait annoncé sur 35 000 euros, ce que nous coûtent les fuites d'eau sur le réseau 50 ans en Yvelines, ce qui est énorme. Et on a eu à cœur de faire ça parce que on a une fibre écologique et on a une fibre aussi sociale. Parce qu'on s'est aperçu, en travaillant le dossier grâce à Nicolas, que sur le volet social, il y avait quand même une grosse injustice. Parce que tenez-vous bien, quelqu'un qui habite dans un HLM social, tel que c'est fait aujourd'hui, paye l'eau plus cher que quelqu'un qui habite dans son pavillon, même s'il consomme moins. Donc ça, c'est quelque chose de complètement injuste et sur lequel on voulait revenir. Pareil pour les résidences collectives, qu'elles soient publiques ou privées, donc publiques je l'ai dit, mais privées aussi, c'est le même cas, vous allez payer votre mètre cube d'eau plus cher que quelqu'un qui habite dans son pavillon, même si vous consommez individuellement moins. Donc, tout ça, Nicolas va l'expliquer. Donc il y a eu des problèmes de tarifs sur la ligne de tram, Nicolas reviendra dessus. Donc c'est notre refus. Et on a écrit beaucoup de papiers là-dessus, on a fait des propositions, et on a été agacés, parce que les propositions, on les a fait à la mairie, et la mairie a sorti ce document que vous avez lu. Nous, ça ne nous gêne pas qu'ils sortent ce document. Au contraire, c'est très bien. Si on arrive à pousser une thématique et qu'elle est poursuivie par la municipalité, pas de problème. Sauf qu'il y a un certain nombre d'incohérences qui sont dedans, qui nous gênent. Et toutes nos propositions qui sont sur le cœur du sujet sont complètement écartées. Et voilà la raison pour laquelle on voulait faire cette réunion. Et on veut bien la faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler en intelligence collective. Ok, on est dans l'opposition. Le maire Garestier gère une majorité. Et on a décidé de l'inviter. Au moins, il pourra s'expliquer. Et il n'y a pas de piège. Je dis qu'il n'y avait pas de piège parce qu'il ne sera pas là. Il n'y a pas de piège. L'idée, c'est d'apporter de l'information et que chacun juge en son âme et conscience, avec les arguments des uns et des autres, ce qu'il convient de penser ou de faire. Donc on est vraiment dans une approche démocratique qui me semble responsable, qui me semble moderne. Et sur cette démarche, le maire n'y a pas adhéré. Je dis il n'y a pas adhéré. Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyé un courrier. Il nous a déjà répondu, c'est déjà ça. Pour nous dire qu'il ne serait pas présent à cette réunion. Et ce qu'on regrette, c'est qu'on avait dit qu'il pouvait venir ou amener un de vos représentants. Il a préféré ne amener personne. Alors il nous a alerté quand même dans son message, c'était très poli, sur cette réunion, s'il vous plaît, attachez-vous à vous tenir aux faits, nous y serons vigilants. Mais qui ne s'inquiète pas, nous on est toujours resté sur les faits, on n'a jamais été dans la démagogie. Donc il n'y a pas de problème de ce côté. Les faits, ils sont là. Bon, voilà. Oui, j'étais trop long. Mais la jeunesse de cette réunion, c'est ça. On en fera probablement une autre sur la santé, parce que pareil, moi je vois un copain qui a travaillé sur la santé. Lorsque le centre Pasteur a fermé, on a interrogé la municipalité, qui a délégué une étude sur laquelle on n'a jamais eu de réponse. On a relancé plusieurs fois, faute de quoi on a dit, bon, on agit. On a fait des propositions pour un centre de santé et un centre médical. Voyant que la population commence à s'interroger à partir de cette thématique qu'on a pris en compte, nous, ils ont sorti pareil, juste après, une brochure spécifique sur la santé avec des propositions qui, selon nous, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu pour notre désert médical. Mais bon, ça, c'est un sujet, peut-être qu'on fera une réunion spécifique là-dessus. Donc, encore merci infiniment de votre présence. Et Nicolas, vous allez voir, c'est un expert sur 50 ans d'hygiène. Il lui le dira pas. Il connaît le sujet mieux que les élus de 50 ans d'hygiène.
mieux que les agents d'Aquavest. C'est assez incroyable et triste en même temps, parce qu'on a délégué notre gestion publique finalement à des gens qui ne maîtrisent pas les dossiers. Et ça, c'est factuel quand je le dis, hein. C'est pas une attaque gratuite, et il va l'expliquer. Merci à vous. Merci de l'invitation. Alors effectivement, moi je m'appelle Nicolas Kachmarek, je suis membre de l'association Morpa pour tous et je suis un des animateurs du collectif pour une gestion publique de l'eau à Versailles 50 ans d'Ubi. Mais en réalité, au départ, je me suis intéressé à l'eau à Morpa. En fait, en 2014, j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'eau. J'avais vu une conférence sur l'eau, la gestion publique de l'eau, et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien savoir dans ma commune comment ça se passe. Et de fil en aiguille, effectivement, je me suis intéressé à l'eau à Morpa, puis à Saint-Quentin-en-Yvelines, puis à Versailles, parce que vous allez voir que tout ça est connecté. Et effectivement, aujourd'hui, je suis de près les dossiers de l'eau, distribution et assainissement sur Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est vrai qu'au départ, c'est Morpa, et donc Morpa, c'est le dossier que je connais le mieux, que je connais en détail. Morpa, c'est ma grande frustration, parce que je dois vous avouer ce soir que tous mes efforts et les efforts de Morpa dynamique et solidaire depuis tant d'années sur l'eau, c'est un peu un échec, parce qu'on s'est un peu heurté à un mur face à des élus qui n'ont jamais répondu à nos alertes et à nos attentes. Et ce soir, je voudrais vous le montrer, et je voudrais surtout vous exposer la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui à Morpa sur la question de l'eau. Alors, la question de l'eau, c'est un peu complexe à comprendre. Bon, je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Et pour ça, ce que je vous propose de faire pour démarrer, c'est de partir d'une facture. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une facture, vous connaissez déjà ce type de facture. Je dis pour ceux qui ont la chance parce que, en réalité, si vous êtes en habitat collectif, ça a coupé. La connectique, elle est... C'est bon, c'est revenu? Ah, il va falloir que je reste appuyé comme ça. Vous me faites signe quand ça déconnecte. Quand vous êtes en habitat collectif, donc bailleur social, ou quand vous êtes dans une copropriété, les membres du conseil syndical, eux, reçoivent la facture qui ressemble à ça. Elle est un peu différente parce que vous voyez ici qu'il y a quelque chose qui s'appelle T1 de 0 à 120 mètres cubes. Et quand vous êtes en copropriété, vous avez cette ligne-là, mais vous en avez bien d'autres. Je reviendrai plus tard là-dessus. Mais sinon, si vous n'avez pas cette facture-là, et donc peut-être que vous n'avez pas de suivi au quotidien de ce qui se passe, de ce qui vous est facturé, et donc je vais essayer ce soir de vous l'expliquer. Donc vous voyez, la facture, elle est décomposée en 3 morceaux. La distribution de l'eau, la collecte et traitement des eaux usées, ce qu'on appelle aussi l'assainissement, et les organismes publics, c'est toutes les taxes, agences de l'eau et l'État. Ce soir, je ne vais pas parler des taxes organismes publics, je vais mettre ça de côté, et je vais m'intéresser à la distribution de l'eau et à la collecte et traitement des eaux usées. Alors commençons par la distribution. Alors la distribution de l'eau, qu'est-ce qu'on appelle la distribution de l'eau? C'est l'eau, elle est captée dans un puits de forage. Alors l'eau de Morpa, elle est captée à Croissy-sur-Seine. Et cette eau, elle va arriver jusqu'à vos robinets. Et sur le chemin, il y a des canalisations, il y a une usine de traitement qui va la nettoyer, qui va enlever le calcaire, puis ensuite il peut y avoir des réservoirs, des châteaux d'eau. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la distribution. Cette compétence de la distribution, au départ, elle était entre les mains des communes. Et les communes, souvent, faisaient le choix de créer des syndicats intercommunaux pour gérer à plusieurs communes l'eau. Mais la loi NOTRe de 2015 a obligé les communes à transmettre cette compétence aux intercommunalités. Et donc effectivement, en 2016, la loi a dit, Morpa, pour rentrer dans Saint-Quentin-en-Yvelines, et désormais, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines qui a la compétence eau. Alors je fais immédiatement une parenthèse. Quand on dit Saint-Quentin-en-Yvelines récupère la compétence eau, ça ne veut pas dire qu'une entité extérieure à Morpa s'occupe de l'eau. Car je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une intercommunalité? Ça n'est que le rassemblement des communes qui la composent. Et ça n'est que le rassemblement des élus qui composent cette commune. Donc quand vous avez un maire, ou vous avez des conseillers municipaux qui disent « c'est pas nous, c'est Saint-Quentin », vous les arrêtez tout de suite, vous dites « nous sommes Saint-Quentin ». Nous sommes Saint-Quentin avec d'autres, bien entendu, mais nous sommes quand même Saint-Quentin. Le maire de Morpa, par exemple, est vice-président de Saint-Quentin. Donc il ne peut pas dire « c'est pas nous, c'est Saint-Quentin ». Il est décisionnaire. Donc en 2016, Morpa effectivement intègre Saint-Quentin, la compétence passe à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais Saint-Quentin fait le choix, j'y reviendrai plus tard,
de laisser la compétence à Morpa jusque fin 2018. Et jusque fin 2018, j'ai donc répété au maire de Morpa, non, vous avez conservé la compétence, ça n'est pas Saint-Quentin. Il y a une délibération de Saint-Quentin qui dit que le syndicat intercommunal formé par Morpa et Jouarre-Pontchartrain conserve la compétence. Le maire a répondu à l'époque, j'ai les courriers ici dans la pochette, non, c'est pas nous, c'est Saint-Quentin. En réalité, Saint-Quentin a commencé à vraiment prendre des décisions sur l'eau à Morpa à partir de 2019, et en 2019, Saint-Quentin a dit, on va faire comme pour toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, sauf Elancourt et Magny-les-Herneaux, que je vais coter, on va intégrer Morpa à un syndicat intercommunal qui s'appelle Aquavesc. C'est pour ça que sur votre facture, vous avez une ligne Aquavesc. C'est un syndicat intercommunal. Donc, je vous ai mis la petite flèche, vous voyez toujours, donc Aquavesc, c'est cette ligne-là, et donc vous avez une redevance qui part pour Aquavesc. Je vous montre la carte du syndicat intercommunal Aquavesc. Pour l'instant, ne faites pas attention aux couleurs. Toutes les communes qui sont ici représentées forment un syndicat intercommunal. Ça veut dire que Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles Grand Parc, plus les communes eux-mêmes du 92. Toutes ces communes ont formé un syndicat intercommunal pour gérer la distribution de l'eau. De nouveau, contrairement à ce que M. Garestier dit dans son éditorial, ce qu'il y a en orange dans son éditorial, c'est ce qui est soit faux, soit qui est une mauvaise interprétation. Ce qu'il y a en vert, c'est vrai. Vous voyez un peu trop de orange. Et donc quand il dit « nous sommes dépendants de syndicats extérieurs à qui nous achetons de l'eau », c'est faux. Nous sommes membres du syndicat intercommunal. C'est nous Aquavesc. Alors bien sûr, c'est nous avec d'autres, je le répète, hein, bien entendu. Mais c'est nous. Pour preuve, je vous mets ici, voilà les membres du comité qui dirige Aquavesc. Ce sont des élus. Vous avez, alors ceux qui sont un peu loin, vous avez sur la première colonne, communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ceux qui sont en caractère gras sont des élus titulaires. Donc, parmi ces élus, on a une élue, par exemple, morpasienne. Elle représente les intérêts de Morpa au comité Aquavesc. Elle vote toutes les décisions. Elle vote pour chacune de ces décisions. S'il y a des choses qui ne conviennent pas sur Morpa, elle a la mission, lors de ses réunions de comité, de dire non, ça va pas, etc., etc. Alors bien sûr, elle n'est pas toute seule, il y a le reste de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a VGP, donc Versailles Grand Parc, qui ont aussi un certain nombre d'élus, et puis vous avez quelques élus des autres collectivités territoriales qui sont autour et qui participent au syndicat Aquavesc. Donc ça c'est, voilà pourquoi vous avez une ligne Aquavesc sur votre facture, parce que le syndicat intercommunal a la mission des gros travaux. C'est-à-dire que lorsqu'il faut renouveler des canalisations, par exemple, de plus de 10 mètres linéaires, c'est le syndicat intercommunal qui prend la décision de faire les travaux et qui ordonne les travaux. Et donc, ce syndicat intercommunal perçoit une redevance pour chaque mètre cube. Jusqu'à l'année dernière, c'était 30 centimes par mètre cube. Depuis le 1er janvier, c'est 45 centimes. Alors j'ai demandé 50% d'augmentation comme ça du jour au lendemain. Eh bien oui, entre guillemets, nous réclamons depuis des années au collectif eau qu'il y ait davantage de travaux. Pendant des années, on nous a dit que non, la quantité de travaux qui étaient réalisés jusque-là était suffisante, mais visiblement, ils prennent conscience aujourd'hui que, non, en réalité, on a peut-être un peu raison et qu'il y a besoin d'argent pour faire des travaux de renouvellement de canalisation, j'y reviendrai. On est en délégation de service public, je vais y revenir. Ça coûte cher, la délégation de service public. Et donc, Aquavesc a besoin de ressources supplémentaires qu'il répercute immédiatement sur l'usager. Et donc, maintenant, vous payez 45 centimes par mètre cube si vous avez une consommation inférieure à 120 mètres cubes dans votre foyer. Si vous avez une facture individualisée, bien entendu. Si vous êtes dans une copropriété, imaginons une copropriété dans laquelle, la plupart des copropriétés, il y a un compteur unique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un compteur dans votre logement. Oui, il y a un compteur dans votre logement qui sert à copro à ensuite répartir les factures. Mais en réalité, pour le syndicat intercommunal, vous n'avez qu'un compteur. C'est le gros compteur que eux ils connaissent et c'est là qu'ils facturent. Et là, il y a une tarification progressive.
Vous êtes à 9000 mètres cubes par exemple pour toute votre résidence. Hein, il n'y a pas longtemps, j'ai analysé une facture d'une copro qui est tout près d'ici. Ils étaient à 9000 mètres cubes par an. Les premiers 120 mètres cubes sont au tarif normal. Entre 120 et 180, c'est un tarif plus élevé. Et de 180 à 9000, ils sont au tarif maximum. Comme si vous étiez un énorme consommateur, comme si vous étiez une grosse entreprise qui utilisait de l'argent pour votre chiffre d'affaires. Vous avez une surfacturation. Visiblement, quand ils ont mis ça en place, ils trouvaient que c'était une bonne idée. D'ailleurs, moi, je pense que c'est une bonne idée, la tarification progressive, on la défend. Sauf que simplement, il y aurait eu un petit effort de facturation qui aurait dû être, on a la totalité de l'eau facturée par le compteur unique, mais comme le fait d'autres syndicats intercommunaux ailleurs, on divise ensuite par le nombre de foyers pour constater qu'en réalité, tous les foyers ne dépassent pas 120 mètres cubes, et donc on ne facture pas au prix fort toute l'eau. C'est pas ce qui a été fait, donc depuis des années et des années, vous, quand vous êtes en copropriété, quand vous êtes en logement social, vous payez un tarif de l'eau qui est exorbitant, on peut le dire, qui est énorme par rapport à la majorité des habitants, alors en tout cas ceux qui ont une facture individualisée. Oui? C'est que depuis 2013. C'est ça, c'est depuis le dernier En contrat. janvier 2013. Même plus tard, non, je crois que c'est même un peu plus tard. Janvier 2013. Alors janvier 2013. Passé à la CO. Voilà. Donc ça a été mis en place à un moment donné. Aujourd'hui, ça va disparaître. 2023. 2023. Ah oui, alors. 2023. Pour Morpa, oui. Pour Morpa, Les 18 euros d'adhésion. pour Morpa, c'est qu'au moment de l'intégration d'ACE, je vais y venir. Pour le reste de Aquavest, ça par contre, c'est depuis des années. Depuis qu'ils ont mis ça en place. Alors, je continue, parce que si c'était que ça, ce serait simple. Parce que Aquavest, je vous ai dit, s'occupe des gros travaux. Mais pour la gestion quotidienne du réseau, pour la facturation, des choses comme ça, Aquavest a fait le choix de passer une délégation de service public. C'est-à-dire de remettre à une entreprise privée la gestion du réseau au quotidien, la gestion de la facturation, des réparations quotidiennes. C'est ce qu'on appelle une délégation de service public. En fait, c'est un passage, une concession qui est faite à une entreprise privée. Et cette entreprise privée, eh bien, elle aussi, elle perçoit bien entendu la majeure partie de votre facture de distribution de l'eau pour faire fonctionner son équipe, pour les travaux, les menus travaux, les contrôles, etc., etc., etc. Puis aussi, bien entendu, pour faire remonter à la maison mère une partie de l'argent, parce que cette entreprise privée, elle ne travaille pas gratuitement, elle a des actionnaires à rémunérer, et donc il y a une partie de l'argent qui remonte également à la maison mère. L'entreprise qui s'occupe de ça sur le territoire de Morpa et tout le territoire qui est en bleu ici, et bientôt il y aura du bleu partout, c'est Suez, l'entreprise. Aquavest a passé avec Suez un contrat, et ce contrat s'appelle CEOP. C'est pour ça que vous voyez CEOP. Mais en fait, CEOP, c'est une entité de Suez. D'accord? Alors, autre chose qu'il faut préciser, parce qu'il y a une erreur également dans le bulletin municipal, c'est l'eau, le service de l'eau est payé par la facture de l'eau et rien d'autre. Ça veut dire qu'en fait, un contrat d'eau, par exemple le contrat CEOP, c'est un contrat avec son propre budget qui est complètement étanche du budget des collectivités locales. Donc quand le maire dit « Ah, si on ne paye pas, c'est les contribuables qui vont payer », non, c'est pas possible, ça n'est pas légal, c'est l'eau qui paye l'eau, il y a un budget qui est propre, d'accord? Et d'ailleurs, ça permet de savoir, c'est comment fait Suez pour faire remonter à la maison mère. C'est parce que dans le budget du contrat CEOP, il y a une ligne qui s'appelle « Contribution aux services centraux », voilà, parce qu'ils sont obligés de justifier qu'il y a une partie de l'argent qui sort du budget et qui remonte à la maison mère, pour justifier qu'il y ait... Alors c'est 1 million d'euros par an qui remonte à la maison mère. J'avais calculé que c'était l'équivalent de 20% des sommes qui sont engagées pour les investissements, renouvellement de matériel, de canalisation, des choses comme ça. Donc c'est pas une petite somme, c'est une somme qui compte quand même. Et donc, c'est jamais le contribuable qui payera. C'est la facture d'eau, c'est l'usager de l'eau qui paye le service de l'eau. D'ailleurs, la CEOP, pour vous montrer à quel point ce n'est pas des philanthropes, ils ont rajouté, aucune obligation légale, un abonnement, ce qu'on appelle la part fixe. Ça, c'est la part fixe. C'est-à-dire que même si vous ne consommez pas d'eau, la CEOP vous demande quand même de contribuer au service. Et donc, vous avez un abonnement, qui est ici de 15,43 € hors taxe. Donc là, c'est une facture avec une petite consommation, 15 €
Vous voyez, la distribution. C'est pour un individuel. C'est pour un individuel. Ah oui, quand vous êtes en collectif. Non, mais par mois, je paye ça. Non, pas par an. Par an. L'abonnement par an, c'est 15 € par an. Quand vous êtes en collectif, c'est des énormes compteurs et c'est beau. 90 par an. Voilà, c'est beaucoup plus important. Voilà. Et c'est vrai que nous, au collectif, si on est collectif pour une gestion publique de l'eau, c'est parce que l'expérience a montré que lorsque un syndicat intercommunal gère directement en régie, là, j'ai expliqué aussi à M. Garistier que ça ne veut pas dire que ce n'est pas la commune qui va gérer, ce n'est pas le personnel du Saint-Quentin, ce n'est pas le personnel de Morpa qui va gérer, hein, une régie propre, qui va recruter son propre personnel. Lorsqu'on est en régie, eh bien en régie, le service coûte moins cher, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Beaucoup de régies ont décidé de supprimer l'abonnement parce que l'abonnement est injuste, hein, que vous soyez riche, que vous ayez une grande maison, que vous consommiez beaucoup, ou que vous soyez un petit consommateur, la part fixe elle est la même, elle n'est pas du tout proportionnelle. Et donc en régie publique, on a une latitude qui nous permet de supprimer cet abonnement. Là, dès que vous passez une délégation de service public, c'est une exigence de l'entreprise d'avoir une part fixe pour chaque contrat avec un abonnement. Donc effectivement, c'est depuis le 1er janvier 2023 que Morpa arrive à ce contrat, le contrat CEOP, qui est un contrat qui existait depuis longtemps, et je pense qu'il y a eu un raté, parce que je pense que Morpa aurait dû rentrer bien avant dans ce contrat CEOP, même si bien entendu c'est un contrat qui coûtait plus cher que le contrat précédent, mais c'est un contrat dont la qualité de service et la gestion par Aquavest, le syndicat intercommunal, est bien meilleure que ce qu'on avait avant. Et donc là, si vous me permettez, j'aimerais faire un petit historique pour vous expliquer pourquoi on a perdu 10 ans. On a perdu 10 ans pour Morpa, et je vais essayer de vous le prouver, et puis j'ai bien entendu tous les documents qui vont prouver tout ce que j'affirme aujourd'hui, des courriers, des lettres, tout ce qu'il faut pour ceux qui auraient des doutes. Moi, je commence à suivre le dossier de Morpa en 2014. En 2014, l'eau, la distribution, ce que je viens de vous montrer, est gérée par le SIEP, Syndicat intercommunal d'injonction d'eau potable, Joire-Morpa. Ces deux communes, depuis longtemps, avaient formé un syndicat intercommunal, c'est-à-dire qu'ils géraient l'eau à deux. Alors, la difficulté des petits syndicats comme ça, souvent, c'est qu'ils n'ont pas de personnel, ou alors ils font le choix de ne pas recruter de personnel. Et donc, il n'y avait pas de personnel dédié pour la gestion de l'eau spécifiquement. Et le SIAP avait passé une délégation de service public avec Veolia. Alors, c'est l'ancienne majorité morpasienne et l'ancien maire de Joire-Pontchartrain qui avaient fait le choix de déléguer à Veolia. Moi, en 2014, je commence à suivre la question morpasienne et donc je demande, je sais qu'il existe un rapport annuel du délégataire. Veolia, tout comme Suez avec le contrat CEOP, tous les ans, produit un rapport où il y a les comptes, il y a tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui ne va pas, tous les travaux qu'il faudrait entreprendre eux, mais aussi dans lequel il y a une préconisation de travaux où ils disent au syndicat intercommunal, bah, nous on gère votre réseau au quotidien là, et en fait il y a toute une liste de travaux qu'il va falloir mener. Parce que les canalisations vieillissent, parce qu'on a un problème avec les puits de forage. À l'époque, l'eau morpasienne venait de Villiers-Saint-Frédéric, parce que Joire et Morpa étaient propriétaires des puits de forage de Villiers-Saint-Frédéric, et tous les ans, Veolia disait « Oh là, ça s'abîme, le patrimoine s'abîme, il faudrait engager des travaux, des choses comme ça. » Moi, j'ai le rapport annuel du délégataire de 2014 avec la liste des travaux à faire. En tant qu'associatif, je demande à participer à la commission consultative des services publics locaux de Morpa, puisque chaque collectivité qui passe des délégations de services publics doit mettre en place une commission dans laquelle les associatifs et les élus ont le droit, un droit de regard sur ce rapport annuel de délégataire. Donc je commence à y siéger en 2015 avec des élus morpasiens. Le maire ne participe pas à cette commission consultative, mais il a des adjoints qui sont là. Il y a d'autres associations, par exemple. Bon, je découvre qu'en réalité, dans les associations qui sont là, ce sont en fait que des gens qui sont membres de la majorité du maire, mais qui viennent là au titre de l'association. Bon, pourquoi pas, c'est des gens qui font de la politique, mais qui viennent au nom de l'association de philatélie, par exemple. Bon, pourquoi pas. Je me dis, au moins, on a des gens qui s'intéressent à la vie politique locale, et on va pouvoir discuter. Et chez le rapport annuel de 2015, j'avais celui de 2014, je suis de 2015. Et je vois dans le rapport de 2015 qu'on a toujours la liste de travaux qui avait été demandée en 2014, et qu'en 2015, on a toujours cette même liste de travaux, plus d'autres, parce que d'année en année, il faut faire de plus en plus de travaux. Et donc là, en réunion, je dis, ben, vous avez vu l'année dernière,
on vous demandait, vous, en tant qu'élu morpasien, d'entreprendre un certain nombre de travaux, et les travaux n'ont pas été faits. Ah bon, c'est quelle page? Et effectivement, les élus qui sont là ne s'intéressent pas spécialement au sujet, n'ont pas regardé le rapport, ils sont un peu étonnés que j'ai perdu mon temps à aller lire les 250 pages du rapport annuel, et en fait, ils me disent, bah oui, non, je ne sais pas, je ne sais pas. On n'y savait pas. Bon, en même temps, ce n'étaient pas les élus responsables, et effectivement, les travaux n'étaient pas faits, mais... Bon. Alors, moi, j'écris au maire de Morpa, voilà, en disant, bon, voilà, dans ce rapport annuel, il y a des travaux qui sont menés, et il est temps de mener ces travaux. Et puis je dis, vous savez que le contrat qui se termine, enfin avec Veolia, se termine en 2017, on est en 2015. Alors pour ceux qui connaissent les marchés publics, les choses comme ça, c'est des choses qui sont longues. Donc 2 ans avant, il faut s'y mettre. Donc j'alerte tout le monde, je dis, il y a des travaux à faire, ils ne sont pas faits, il y a un contrat qui se termine, il faut y aller, etc. Et là, le maire me répond, ah oui, mais vous savez, bientôt c'est pas nous, c'est Saint-Quentin. Quel maire là, pardon? Le maire de Morpa. Mais lequel? Monsieur Garistier. D'accord. Le maire, on est en 2015, on est en 2015. On est en 2015, donc c'est M. Garistier qui est élu depuis 2014. C'est des adjoints de M. Garistier qui sont là à la commission consultative des services publics locaux, qui est présidée par M. Auroy. Et donc, le maire me dit, mais vous savez, c'est pas nous, c'est Saint-Quentin bientôt. Parce qu'au 1er janvier 2016, on rentre dans Saint-Quentin. Bon. Je dis, oui, mais c'est pas une raison. Enfin, vous connaissez mon speech, je vous ai fait tout à l'heure. Saint-Quentin, c'est nous, c'est à vous de voir pour que Saint-Quentin prenne des décisions, ils engagent les travaux, il faut faire quelque chose. Il faut que Saint-Quentin se préoccupe du renouvellement du contrat, ça arrive en 2017 et tout et tout. Il me dit, oui, mais c'est pas nous, c'est Saint-Quentin. Arrive effectivement au 1er janvier 2016, et au 1er janvier 2016, Morpa rentre dans Saint-Quentin. Et Saint-Quentin, en fait, fait une délibération en disant, bon, il y a un contrat en cours au syndicat intercommunal de Jouarre-Morpa, ce qu'on propose, nous, c'est on fait le choix de vous laisser la gestion jusqu'à la fin du contrat. Bon, moi c'est clair. Moi j'ai la délibération, j'ai écrit au maire. Bon, bah vous avez vu, c'est vous maintenant qui avez la gestion, et vous continuez à avoir la gestion. Et là j'ai la réponse, c'est pas nous, c'est Saint-Quentin. C'est possible. Donc, commission consultative publique locaux de 2016, toujours les mêmes élus. La personne qui suit l'eau, M. Guillot, est présent. Je me dis, ça y est, on a quelqu'un qui s'y intéresse un petit peu. Et il nous avait même, comme je les avais embêtés, le directeur de Veolia qui était là. Bon. Donc là, je dis, les travaux 2014, 2015, 2016 qui n'ont pas été faits, etc. Le gars de Veolia dit, vous savez, c'est pas nous. Hein. Nous, on fait une préconisation de travaux. Voilà. Et c'est aux élus. Bon. Je me tourne vers M. Guillot, qui me dit qu'il a visité la station d'épuration de la Courance et que c'était intéressant. Je dis, ok, M. Guillot, c'est pas le sujet. Et je dis à tous les autres élus, et on est en 2016, le contrat arrive en 2017, il faut, à la fin de se terminer en juin 2017, il faut faire quelque chose. Oui, oui, on va voir. Très bien, on va voir. Fin 2016, le maire de Jouarre-Pontchartrain écrit au préfet pour dire, merde, notre contrat se termine bientôt, et on n'a pas géré. On est fin 2016, juin 2017, fin du contrat avec Veolia. Normalement, c'est un process qui prend 2 années, etc. Personne n'a géré. Aidez-nous. J'ai le courrier du préfet ici, je me suis procuré le courrier du préfet. Je vous laisserai le lire à la fin si ça vous intéresse. Le préfet dit, mais vous savez que normalement, on ne peut pas prolonger un contrat sans raison. Que la raison de, oui, mais c'était pas nous, c'est Saint-Quentin, puis en fait c'était nous, puis en fait on n'a pas géré, et puis il nous faudrait un délai, etc., etc. Le préfet dit, oui, mais ça, en fait, normalement, on ne peut pas. Donc, exceptionnellement, je vous autorise à prolonger avec Veolia le contrat jusque 2018 pour vous laisser le temps de gérer la suite du contrat. Mais attention, en cas de recours formé par un tiers intéressé. Donc, je ne parle pas le langage de préfet, mais ça sent quand même le truc de... C'est un peu bancal, votre truc. Hein. Donc, ok, vous prolongez, en espérant que personne ne va faire de recours. Et donc, il prolonge le contrat avec Veolia jusqu'à 2018. Donc là, je me dis, bah cool. Là, c'est marqué noir sur blanc. Ils vont pouvoir véritablement contrôler ce qui va se passer ensuite. Bah en fait, non. Bah en fait, non, parce que quand le SIAP, le contrat a échéance, 50, on va récupérer la compétence nous à Saint-Quentin, on ne va plus la redonner au SIAP, on va la donner à Aquavest. Aquavest récupère le bébé,
Et Aquaves se dit, mais attendez, le contrat est à échéance, là, rien n'a été négocié. Qu'est-ce qu'on... Il contacte Veolia, et il propose à Veolia de passer un contrat de prestation de service. En gros, c'est quoi? C'est, est-ce que vous pourriez vous assurer qu'il y ait de l'eau qui continue à couler dans les réseaux morphasiens encore pour 1 an? Parce que le temps qu'on prévoit la suite. Alors moi, j'ai demandé le contrat. Ils m'ont envoyé 3 pages. J'ai dit, alors j'ai dit à Aquaves, et je m'excuse auprès d'Aquaves aujourd'hui parce que j'étais un peu virulent en disant, c'est inadmissible, vous me cachez le contrat, je vais saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. J'avais eu un contrat de délégation de service public, c'était une liasse comme ça. Là, il m'envoie 3 pages. Je me dis, vous me cachez les documents. On me dit, ah ben non, monsieur, vous avez tout. Je dis, mais attendez, là, le contrat, la concession, il n'y avait rien dedans. Hein. Ça veut dire, c'est fini les contrôles, c'est fini la télé-relève, c'est des travaux, ben non, on n'y pense même pas, rien. La prestation de service, Veolia va s'assurer qu'il y a de l'eau qui coule en retour. Donc, aucun travaux qui sont faits. Pendant des années, des années, des années, on est reparti pour... Alors vous allez me dire, bon c'est bon, c'est une concession d'1 an. Ben non. On a renouvelé cette concession jusqu'à fin 2022. Et c'est seulement au 1er janvier 2023 que Morpa a intégré Aquaves. Tout ce temps perdu, et puis au passage, quand on a dissous le SIAP, bah, vu qu'il n'y avait pas eu de travaux de fait, il y avait un petit magot quand même. Donc, alors... Le magot, a priori, un peu plus. Il semblerait qu'il y avait 1 million, 1,2 million qui avait été payé par les usagers de Morpa et de Jouarre-Pontchartrain. Et donc il y a une délibération que j'ai ici, qui a été prise par Jouarre et Morpa. Ils se sont mis d'accord, négociation. 1/3 de la somme va à Jouarre-Pontchartrain. Jouarre-Pontchartrain qui a ensuite adhéré à un autre syndicat intercommunal qui s'appelle le CIRIAE. Donc voilà, de l'argent pour le CIRIAE. Et puis Morpa récupère les 800 000 euros. Je pense que c'est 800 000 euros. C'est 800 000 euros payés sur la facture d'eau pour des travaux sur l'eau. Et je me souviens, je crois que tu étais monté au créneau avec d'autres en disant, mais et les 800 000 euros là? Alors déjà, 800 000 euros, je vous dis aujourd'hui, c'est un chiffre informel qu'on a dit entre 2 portes. Je n'ai pas la certitude que c'est cette somme-là. Mais en tout cas, à l'époque, on voulait savoir combien, et on voulait s'assurer au moins que cette somme allait aller directement pour enfin entamer les travaux sur Morpa. Tu permets une parenthèse? Je confirme ce chiffre. Enfin, Martine, si tu te souviens bien, parce qu'on l'a voté en conseil municipal, on a eu cette délibération. Et la délibération que proposait la majorité, c'était de mettre dans le budget général, entre guillemets, la somme qui était qui provenait du syndicat. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'elle soit redistribuée au titre de la gestion de l'eau, soit sur la facturation, soit sur la rénovation des canalisations. Donc là, on nous a dit que ce n'est pas possible, parce qu'on allait passer des années en 50 ans. Il fallait garder l'argent. Donc, je pense qu'on aurait pu trouver une formule qui... J'ai posé la question à Aquaves il n'y a pas longtemps en disant, cette somme, est-ce que vous l'avez récupérée? Non. Ils m'ont dit, non, elle n'est jamais arrivée jusqu'à nous. Et la semaine dernière, j'ai demandé à M. Garestier. On a une délibération qu'on a votée. Ah ouais. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, ils sont où? Il me dit, combien hein? Ils sont rentrés dans les actifs. Ils sont rentrés dans les actifs. J'imagine qu'ils sont rentrés dans les actifs, ça veut dire, bon, on les a intégrés au budget communal. Alors, on peut dire que c'est les Morphasiens qui ont payé, ils récupèrent cette somme d'argent, certes, mais quand vous allez voir l'ampleur des travaux qui sont nécessaires pour Morpa aujourd'hui, 800 000 euros, il faut les prendre. Il faut les prendre pour l'eau. La priorité, c'est l'eau. Il y a de l'argent, il y a besoin d'argent pour renouveler les canalisations d'eau sur Morpa. Alors, 2023, Aquaves est très heureux de récupérer le réseau morphasien tant entretenu depuis longtemps. Et donc, à ce moment-là, la CEOP récupère le réseau de Morpa et découvre une situation, alors, quel est l'adjectif? Dégradée, mauvaise, catastrophique, je ne sais pas. En tout cas, il découvre que près de 20% de l'eau qui circule dans les canalisations morphasiennes n'arrive pas jusqu'au robinet en raison des fuites sur le réseau qui font qu'on a un rendement du réseau morphasien qui est à 81%. Sachant que eux, sur la zone CA, avant Morpa, eux, ils sont à 93, 94, 95 selon les années. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont un boulot où ils entretiennent un réseau pour le maintenir à un bon niveau, même si on peut estimer que même 93, 94, 95, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, parce que 35 000 euros par jour
d'eau perdue dans les fuites, d'accord? Mais à Morpa, ils récupèrent une situation à 81%. Ouh là là, 81%. Alors bon, moi je ne veux pas jouer le vantard, mais je leur dis, oui, bah moi ça fait 10 ans que j'alerte sur Morpa qu'il y a un problème, etc. Et à Aquavesc, les personnels d'Aquavesc, ce ne sont pas des élus, parce que les élus morpasiens Aquavesc, je ne les ai jamais croisés, je ne sais pas, et les élus de Saint-Quentin en Yvelines ne sont pas en charge spécifiquement de Morpa, et eux, c'est difficile pour eux d'être spécifiquement sur la situation morpasienne, parce que Eva Roussel, qui est vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, elle est là pour assurer les intérêts de toutes les communes de Saint-Quentin en Yvelines, elle n'est pas là au titre de la commune dont elle est issue, elle est là au nom de la vice-présidente de Saint-Quentin. Mais les services de l'Aquavesc prennent conscience qu'il va falloir avoir une action particulière sur Morpa. Alors, cette action particulière sur Morpa, je peux vous la détailler, parce que dans les rapports, on l'a. Qu'est-ce qui se passe sur Morpa? Il se passe qu'en 2023, pas de travaux, toujours pas, le temps que l'Aquavesc se mette en... Voilà, il récupère les données. Données incomplètes. Veolia n'a pas fait le travail de datation de toutes les canalisations, n'a pas transmis les documents à Aquavesc. Bon, en même temps, il aura peut-être fallu anticiper et demander au moment où Veolia il était payé tous les ans. C'est là qu'il faut demander les documents, c'est pas une fois que le contrat est passé, etc., et que vous allez courir après Veolia. Donc ils n'ont pas tous les documents. On a une grosse partie des canalisations morpasiennes qu'on n'est pas capable de dater parce que le travail de datation et de gestion du patrimoine n'a pas été fait antérieurement. En 2024, 306 mètres de canalisation ont été renouvelés à Morpa, rue du Rohan, au Bessières. Ceux qui connaissent cet endroit-là, il y a eu des travaux en 2024. Ça veut dire qu'on a renouvelé cette année-là 0,4% du réseau morpasien, qui fait environ 74 km. 0,4%. En 2025, il n'était pas prévu de travaux. Parce que dans le prévisionnel que moi j'avais vu de 2024, sur Morpa, il n'y avait pas de travaux qui étaient prévus en 2025. Ils avaient fait des travaux en 2024, c'était bien, ils ont fait des travaux, mais en 2025, il n'y avait rien de prévu. Donc moi, quand j'ai rencontré Aquavesc récemment, je leur ai dit 2025. Ils m'ont dit, ah si, on en a fait. Alors, hypothèse, là c'est une hypothèse, le travail mené, peut-être par les élus de Morpa Dynamique et Solidaire, en rappelant, en remettant constamment ce dossier sur la table, a peut-être amené à prendre la situation de Morpa plus en considération que ce qui était prévu. Et donc en 2025, il y a eu également des travaux de renouvellement des canalisations de distribution. 435 mètres ont été renouvelés à la Malmöder, ce qui fait 0,5% du réseau qui a été renouvelé en 2025. Sur les deux dernières années, on est sur une moyenne de 0,45% de renouvellement annuel. À ce rythme-là, il faudrait 164 années pour renouveler le réseau morpasien. Une canalisation, normalement, c'est 70 ans. Donc moi, quand j'ai donné ce chiffre factuel, ce sont des chiffres factuels que personne ne conteste et personne ne peut contester, j'ai dit, c'est insuffisant. Et au collectif pour une gestion publique de l'eau, nous disons que sur tout le territoire d'Aquavesc, c'est insuffisant. Alors sur Aquavesc, ils sont à 0,8% en moyenne. D'accord ? En réalité, c'est surtout à Versailles-Grand Parc. Mais à Versailles, vous avez une canalisation extrêmement ancienne. Les travaux sont très importants là-bas. En moyenne, ça fait 0,8 sur tout le territoire. La majorité des communes de Saint-Quentin en Yvelines n'ont aucun travaux de renouvellement de canalisation. Ils sont à 0%. D'accord ? On arrive à 0,8 parce qu'on fait peut-être 1,5 là-haut, 0 là. Et sur Morpa, et c'est ce qu'on me dit, mais attendez, Morpa, vous êtes super bien lotis. Vous êtes les mieux lotis de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, parce qu'on part d'une situation pas bonne, on est mieux lotis. Je leur dis que je suis très heureux qu'on soit très bien lotis, mais des canalisations qui font 50-70 ans, alors, et 164 années pour les renouveler, il y a un problème. À un moment donné, quand tout va casser en même temps, surtout particularité de la vie nouvelle, c'est qu'on a beaucoup construit en même temps. Donc peut-être que quand ça va casser, tout va casser en même temps, et on va se confronter là à un mur de dépenses qu'on ne sera pas capable de soutenir, à part doubler le prix de l'eau du jour au lendemain. Alors n'oubliez pas, si dans 10 ans le prix de l'eau double du jour au lendemain, et que les élus vous expliquent que qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prévoir? Rappelez-vous que le collectif pour une gestion publique de l'eau et Morpa Dynamique et Solidaire avait prévu. S'il vous plaît, rappelez-vous moins de ça, c'est qu'il y a des gens qui avaient prévu. Et puis, non seulement, effectivement, ce n'est pas suffisant, mais Morpa a une situation qui est
particulière par rapport aux autres communes d'Aquoesc, c'est la nature de nos canalisations. Ici, j'ai l'annexe 5 du rapport annuel du délégataire. J'espère qu'il existera encore cette annexe 5, parce que comme dans toutes mes réunions, je l'ai brandi, je pense qu'un jour ils vont me la supprimer, mon annexe 5. C'est la nature des canalisations pour chaque commune d'Aquoesc, avec l'âge. Voilà, sur Morpa, on a 15 km sur les 72 km qu'on ne peut pas dater. Mais sur Morpa, quand je regarde ça, j'ai découvert que nous avions, sur les 72 km de canalisation, 30 km de canalisation en amiante. Ce qu'on appelle de l'amiante ciment. Juste une question. Alors, Quand tu as découvert ça, est-ce que soit la mairie, soit Aquaves, c'était au courant? CEOP est au courant puisqu'ils produisent ceci. Alors, Aquavesc, je pense, c'est qu'il faut être particulièrement vigilant avec les canalisations en amiante ciment parce que toutes les communes qui sont depuis longtemps dans Aquavesc, on met la carte, n'ont plus de canalisation en amiante ciment. Les seules communes pour lesquelles il y a encore sur tout le territoire de l'amiante ciment, il n'y en a pas beaucoup, c'est celles qui soit ne font pas partie d'Aquavesc, ou à Elancourt. Je pense qu'à Elancourt, il va falloir qu'ils regardent ça précisément. Alors, Elancourt, la situation est encore plus catastrophique. Alors là, eux, ils ne sont pas dans Aquavesc, ils sont dans le Syriae. J'ai les rapports du Syriae en termes de travaux. Enfin, j'ai fait une réunion il n'y a pas longtemps à Elancourt. À Elancourt, la situation, elle est probablement pire que la situation morpallienne. Bouchival, Coignères, Elancourt, Morpa-la-Verrière sont les seules communes de tout le territoire dans lesquelles il y a encore des canalisations en amiante ciment, parce que ce sont les communes qui sont rentrées dans Aquavesc très récemment, et donc qui n'avaient pas fait les travaux dans leur ancien syndicat, ou pour Elancourt, le syndicat du Syriae. Seulement à Morpa, on a 30 km sur 72 km. Alors moi, quand j'ai vu Amiens, Amiens, on sait tous, voilà, mais là, c'est des canalisations. Mais quand même, à force de m'intéresser au sujet, j'ai souvenir d'avoir vu des études qui étaient un peu inquiétantes sur les canalisations en amiante ciment. Donc je suis allé voir, et je suis tombé sur l'ANSES, vous connaissez, l'autorité sanitaire, qui a fait en 2021 une revue de la littérature sur le danger possible de l'ingestion d'amiante. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'une étude italienne de 2017, ils ont fait des prélèvements d'eau en Toscane sur des communes où il y avait des canalisations en amiante ciment. Alors, avec des proportions importantes comme Morpa. Une estimation, c'est qu'en France, il y aurait 4% de canalisations d'amiante ciment. Là, à Morpa, on est à 40% de canalisations d'amiante ciment. En Toscane, ils ont fait une étude et ils ont retrouvé des particules d'amiante dans l'eau et ils ont affirmé, cette étude a affirmé, qu'il y avait un risque de cancer accru du tube digestif lorsque on avait des canalisations en amiante ciment. Alors l'ANSES a dit, oulala, on va refaire une reprise de toute la littérature. Et l'ANSES dit, les études ne sont pas assez fiables pour affirmer que. Alors, effectivement, c'est toujours comme ça. Les études ne sont pas assez fiables pour affirmer que. On a compulsé tout. Et on ne peut pas affirmer de manière catégorique qu'il y a des risques accrus de cancer. Il y a des signaux pour certains cancers, mais aucune certitude. L'existence de signaux suggérant la possibilité d'une association entre l'ingestion d'amiante et 3 cancers digestifs spécifiques a été soulignée. Il s'agit des cancers de l'œsophage, de l'estomac et du côlon. On ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas non plus dire, on ne peut pas non plus l'écarter. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement contacté Aquavesc, maire de Morpa, et Madame Roussel, la vice-présidente de Saint-Quentin, et c'est pour ça qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. J'étais très heureux de rencontrer le maire parce que j'ai ici tous mes courriers où je lui ai demandé un rendez-vous depuis 10 ans, et il n'avait jamais donné suite, me répondant que ça ne servait à rien parce que c'était Saint-Quentin. Donc il n'y avait pas de raison qu'on se voit. Et je suis très heureux que là, il ait accepté ma demande. Je pense que le côté amiante, ça lui a fait un peu peur. J'ai exposé tout ça, et on m'a dit, dans un premier temps, on m'a dit non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de risque, on fait tout ce qu'il faut pour surveiller le réseau. Alors, je vais rentrer un peu dans la technique vite fait, mais vous avez votre canalisation et avec le temps, il y a du calcaire, et donc il y a une sorte de protection qui se forme à l'intérieur de la canalisation. D'accord? S'il n'y a pas d'appui,
C'est-à-dire s'il n'y a pas de coup de pression de l'eau qui arrache de la matière, normalement, il n'y a pas de dégradation de la canalisation, etc., qui permet de retrouver de l'amiante. Donc on m'a dit au départ, quand j'ai rencontré Aquavest au départ, on m'a dit non, a priori, il n'y a pas de raison. Ils appellent le biofilm, voilà, protège, et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de risque particulier. Je dis ok, il n'y a pas de raison, mais il y a quand même des à-coups. Ils m'ont dit oui, il y a des à-coups. C'est-à-dire qu'on a tout un système où on essaye de mesurer la vitesse de l'eau pour qu'il n'y ait pas des arrêts, des à-coups qui décrochent de la matière. On surveille. On surveille, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Ça veut dire on surveille. Et je dis, bon, bah donc c'est ça. Donc moi, j'ai une réunion publique le 2 juin, donc je vais dire, vous surveillez, a priori, ça va. On me dit, oui, oui, vous pouvez dire ça, on surveille. Okay. Puis ensuite, j'ai rencontré le maire. Et là, on m'a dit, en 2025, nous allons réaliser des prélèvements d'eau à Morpa pour contrôler la présence de fibres d'amiante. C'est donc que nos alertes, notre alerte, a fait son chemin et les services d'Aquavest, peut-être en lien avec le maire et la vice-présidente, ont décidé qu'il fallait quand même mieux vérifier et que donc il y aurait, alors j'aurais dit mais très bien, mais il va falloir ensuite qu'on puisse avoir accès à ces résultats. Et surtout j'attire votre vigilance parce que j'espère, je le souhaite, en 2025 on ne retrouve aucune particule d'amiante dans les canalisations. Mais dans 164 ans, puisqu'il faut 164 années, alors là, en rigolant, hein, on a, par exemple, enfin, c'est pas drôle, mais on a 14 mètres, pas beaucoup, 14 mètres de canalisation qui datent, en amiante ciment, qui datent d'avant 1900. J'aimerais bien voir dans quel état est cette canalisation en amiante ciment qui date d'avant 1900, c'est 14 mètres. Ce serait intéressant de savoir où ils sont, ces canalisations de 14 mètres. Mais si celle-là doit faire encore 164 années, et donc, c'est bien, j'espère qu'aujourd'hui on va être rassuré, mais de nouveau, si on n'a pas un plan d'investissement massif de renouvellement des canalisations, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 164 années. Nous, notre argument pour la régie publique, c'est que la régie publique, elle coûte moins cher. Et si la régie publique, elle coûte moins cher, ça veut dire qu'avec le même prix de l'eau qu'actuellement, on aura plus d'argent pour renouveler les canalisations. D'accord? Enfin, s'ils trouvent de l'amiante dans les canalisations, je peux vous dire que ça va changer les choses aussi. Ça fera peut-être accélérer les dossiers, parce que là, c'est la population qui va être inquiète. Ah oui, je sais bien. Donc, ça vaut risque. On ne dira pas la population. Hein. Ah oui, mais Ah, si, ils sont obligés. Je ne fais qu'espérer chaque jour qu'il n'y ait pas d'amiante. Et bon, j'espère que Aquavest fait le boulot. Déjà, il faut remercier le collectif et Nicolas en particulier, parce que moi, j'étais pas au courant. Alors, il faut aller dans la page. Oui, puis c'est écrit en tout petit, hein, par des bronzés, c'est dans l'annexe 5. C'est pas dans les 250 pages, c'est dans l'annexe 5. Je ne suis pas sûr que le maire est au courant. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Mais toujours est-il, c'est grâce à l'intervention de Nicolas, on voit bien que l'effort de dire qu'on va contrôler, qu'on va commencer à tester pour 2025 a eu lieu. Donc, sans ce travail de collectif, peut-être qu'ils ne sont même pas au courant. Donc c'est heureux, mais c'est inquiétant aussi. Donc maintenant, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus et alerter le maire sur le fait de récupérer les bonnes datas, parce que ça aussi, sans forcément appeler au drame pour l'instant. Non, il n'y a pas de raison. Il faut rester mesuré. Ça peut aussi prendre conscience de ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose, et c'est pour ça. Moi, j'ai toujours pensé que dès fin 2017, fin du contrat avec Veolia, Morpa allait intégrer le contrat CO. Et c'est c'est mon échec de ne pas avoir réussi à attraper le maire de Morpa pour lui faire prendre conscience que si dès 2015, il s'était occupé du renouvellement de contrat, on aurait pu organiser le passage de Morpa dans ce contrat CO qui existait déjà, et que dès 2016, on aurait pu avoir des compétences, parce qu'à Aquavest, il y a du personnel, il y a des compétences, il y a un directeur qui est très compétent et qui se bat pour ses compétences et qui recrute du personnel compétent. On a perdu des années. C'est-à-dire que le service Aquavest, aujourd'hui, c'est des personnes qui font le boulot. Et vous voyez, ils sont assez réactifs, parce qu'en une semaine, il y a des trucs qui se... Et moi, ça change tout. Hein. Quand j'étais avant à essayer de me battre face à du vide, et aujourd'hui, face à des gens qui sont réactifs, si on avait pu intégrer dès juin, le 1er juillet 2017, ce contrat, ben voilà, c'est 7 années, 8 années qu'on n'aurait pas perdu. Là, c'est du temps perdu qu'il va falloir regrapiller. Alors, il y avait une question là-bas, monsieur. Oui.
est-ce qu'il y a eu une demande qui a été faite à la Santé publique France et à l'ARS pour regarder s'il y a eu une divergence en termes de risque pour le foie? C'est pas à moi de faire cette demande. C'est pas à moi de faire cette demande épidémiologique, mais non. Je crois que pour l'instant, rien de ce côté-là. C'est la chose à faire. Parce que changer les canalisations de ciment, l'eau était en l'eau en retrait pendant des années et des années. Donc la couche de tartre dans les tuyaux, naturellement, je formais, pouvait justifier, quel que soit le bord politique, peut justifier l'extension de la durée des canalisations. Dans ces cas-là, ce qui est demandé, c'est d'abord avec l'ARS, parce que qui est en charge le contrôle de qualité d'eau, c'est la nationale de santé, et à l'ARS de vérifier la notion d'existence éventuellement de fibres, et puis c'est à la Santé publique France de regarder si, au point de vue épidémiologique, il y a quelque chose qui émerge. Parce que si quelque chose n'émerge pas, on peut discuter, et le maire aura les arguments en disant, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien qui apparaît. Il y a de l'amiante, comme dans certaines régions, quand il y avait du plomb, il y a des eaux qui faisaient que le plomb partait dans. Il y a des eaux qui faisaient que le plomb des canalisations partait dans l'eau, et dans des régions qui se passent rien, avec les bicarbonates de l'eau. Voilà, vous avez des élus, vous avez etc. Moi, j'ai alerté, et effectivement, il faut que derrière, si aussi on fait cette réunion, c'est pour qu'il y ait des gens qui s'emparent du sujet, qui embrayent sur les questions, et qui alertent effectivement. C'était la même question pour Alors, c'est dans la continuité de monsieur, effectivement, et puis, tu as raison, chimiquement, les protections, elles se font naturellement, mais ça reste que des protections très précaires et provisoires. Mais, effectivement, elles existent, ces protections. Le calcaire fait que ça isole l'amiante du circuit d'eau. Maintenant, effectivement, il faut donc attendre les résultats de prélèvement qui peuvent être faits par l'ARS et parallèlement par la mairie de Sapin. Donc, et puis, effectivement, il faut, comme disait M. Rennes, remercier effectivement le travail de fourmi du collectif, et ce depuis de nombreuses années, qui permet de me former correctement aujourd'hui. Mais malgré tout, j'ai une question à poser. Existe-t-il sur le plan public, que ce soit régional, départemental ou national, des situations spéciales qui, puisque ça pourrait être un problème de santé, la présence de ces tuyaux d'amiante, existe-t-il des aides spécifiques pour pallier à l'urgence? C'est-à-dire, voilà, constat est fait, il y a 30 km de tuyaux, etc., pour éviter le scandale, pour éviter aussi qu'il y ait des problèmes. Avant le scandale, c'était le problème de santé publique, bien sûr, hein. Mais existe-t-il des fonds spéciaux qui permettraient de dire, bah voilà, bon, bah, alors, il y a une urgence sur cette commune, on ne va pas remplacer les 75 km, mais on va remplacer au moins les 30 concernés, et encore plus les 14, enfin, qui sont certainement dans les 30, 14 km de tuyaux orientés. Et donc, il y a des fonds spécifiques qui se développent, je ne sais pas, moi, au Sénat. Je vous ai remis ici la facture. Vous voyez en bas les organismes publics, tous les prélèvements, toutes les taxes sont en fait faites ensuite pour être réinvestis autour de demandes de subventions, sous forme de subventions, etc. Mais là, on rentre dans une comptabilité normale, on va dire. Mais peut-être que là-dedans, il y a des choses. Il y a un événement majeur météorologique, on va prendre Mayotte récemment, alors il y a des fonds qui se sont débloqués, etc. Là, l'État a réussi à trouver de l'argent. On n'est pas dans le cas de figure de Mayotte, bien sûr, mais puisque c'est une situation, et on sait que l'amiante est un problème public maintenant que partout, il peut y avoir effectivement des fonds spéciaux qui peuvent être débloqués pour accélérer le remplacement de ces tuyaux. Je pense que ça a creusé à vérifier, moi je ne sais pas. La semaine prochaine, j'ai une réunion à Aquaves. Je vais poser la question. C'est à Aquaves que de faire ces demandes spécifiques, de rechercher des fonds spéciaux. Je pense que c'est surtout au plan public, c'est-à-dire aux institutions. Donc après Aquaves, c'est le syndicat intercommunal. Donc oui, en fait, ils sont. Tout le monde agit, enfin on sait qu'ils agissent sur ordre des élus. Hein, donc, je le note et je vais poser la question. Là-bas, ouais. Oui, lorsqu'on reçoit la facture est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de recevoir en même temps une évaluation sur la qualité de l'eau? Je sais qu'en province, pendant une certaine époque, bien que ça s'est effectivement arrêté, mais je recevais en même temps de ma facture d'eau une évaluation sur la qualité de l'eau qui était servie. Alors avant, vous recevez aussi, je crois que maintenant. Ici, on l'a jamais reçu.
Martine, tu m'as montré tout à l'heure le document. Tu l'as reçu avec ta facture? Ouais. Alors peut-être qu'il n'envoie pas à tout le monde, mais normalement. Alors après, c'est toujours pareil. C'est que sur quelques éléments qui sont recherchés. Et ça, je peux vous rassurer, pour avoir le rapport du annuel délégataire tous les ans, sur les choses qui sont recherchées, il n'y a aucun problème détecté sur le réseau, la qualité d'eau. Et pour tout vous dire, les élus, en fait, en réalité, souvent, c'est que ça qu'ils regardent, parce que leur contrainte, c'est le sanitaire. Et donc, de point de vue nitrate, etc. Alors, et bien entendu, je le répète, sur ce qu'on cherche. Si vous cherchez les PFAS, des choses comme ça, ben là, on ne les cherche pas pour l'instant, et tous les acteurs de l'eau s'inquiètent, parce qu'à terme, il va falloir les chercher, et on sait qu'on va en trouver. Ça, c'est émergent, ça vient d'apparaître il n'y a pas longtemps. Ouais, exactement. Et ça fait peur beaucoup, parce qu'on sait qu'on va en trouver beaucoup. Non, mais donc, du coup, on n'a jamais reçu d'évaluation, enfin, de papier correspondant à... Certains les reçoivent, et j'ai mon souvenir qu'avant, on les recevait avec, sur fluor, nitrate, et des choses comme ça. Depuis 69, j'ai jamais rien su. J'ai jamais rien su concernant la qualité de l'eau. Alors, dans le rapport annuel du délégataire, il y a toutes les études, mais je sais bien que c'est un document qui n'est pas utilisé massivement. Alors, après, le jour où je vois qu'il y a un souci, vous le saurez. Hein. Mais a priori, sur ce qui est recherché actuellement légalement, l'obligation de recherche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Deux questions de Nicolas, chapeau, son article sanitaire, hyper précis. C'est pas fini, parce qu'après on a l'assainissement, mais ça va plus vite. C'est pas plus réjouissant. C'est pas plus réjouissant. Quel est ton rôle dans cette gestion de l'eau? Tu es associé, comment? Alors, vacataire, c'est... Ah non, je suis rien du tout. Moi, je suis prof d'histoire géo dans un collège. D'accord. Et sur mon temps libre, j'ai commencé à regarder des rapports annuels du délégataire. Et comme je suis membre d'une association, j'ai demandé à intégrer les commissions consultatives des services publics locaux. J'ai demandé la commission consultative publique de Morpa, que j'ai intégrée. Puis ensuite, quand la délégation est passée à Saint-Quentin, j'ai demandé à Saint-Quentin, M. Fourcousse a dit non. Après les élections municipales de 2020, j'ai redemandé l'autorisation en tant qu'associatif à faire partir de cette commission consultative des services publics locaux. On m'a dit non. On m'a dit non parce qu'on m'a dit vous avez perdu les élections. Vous savez, visiblement, voilà, je suis étiqueté comme quelqu'un de gauche, et donc je ne suis pas un associatif, je ne suis pas quelqu'un qui peut avoir un travail citoyen. Voilà. J'avais demandé à faire partie à l'époque également de la commission consultative des services publics locaux d'Aquavest, et là aussi ça m'avait été refusé. Au moment où on n'a pas intégré Aquavest, on m'a dit non, sans justification. Et enfin, en 2023, je crois, énième demande, et j'ai pu intégrer la commission consultative des services publics locaux d'Aquavest, en tant qu'associatif. Donc, je ne fais rien du tout, c'est sur mon temps libre que je fais ça. Voilà. Aujourd'hui, pour mon plus grand malheur, avec quelques autres, je ne suis pas tout seul, je suis un peu étiqueté spécialiste de l'eau, et donc je reçois les rapports annuels du délégataire du Syriae, de toutes les stations d'épuration, je reçois tout, et maintenant je suis démarché par des compros pour analyser leurs factures, ce qui fait qu'il y a quelques semaines, il y a une dame d'Elancourt, de Trappes qui est venue me montrer sa facture, et je lui ai dit, ah, madame, je crois qu'il y a un problème. J'ai regardé, et effectivement, ils avaient l'assainissement a été facturé 2 fois par erreur. Donc j'ai alerté Aquavest, ils m'ont dit, ah bah oui, il y a une erreur. Et donc c'est 60 000 € de surfacturation, la copro, les 7 dernières années. Donc presque, vous voyez, presque 10 000 € par an de surfacturation depuis 10 ans. Donc là, voilà. J'entends pas derrière. Donc suite à mon alerte, ils ont commencé à vérifier, ils ont vu que dans une autre copro juste à côté, il y avait une erreur. Et donc aujourd'hui, voilà, je fais ça, et c'est pas prêt de s'arranger, parce que j'avais la chance jusque-là que les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines de gauche me donnent le rapport que font les services de Saint-Quentin sur l'eau sur Saint-Quentin chaque année, où eux aussi ils faisaient un peu ce travail-là, de regarder les rapports et de faire une petite synthèse. Et depuis cette année, alors c'est peut-être parce que j'utilisais leur travail, je ne sais pas, hypothèse, depuis cette année, ils ne font plus cette synthèse. Si un élu
mairie de Saint-Quentin-en-Yvelines veut avoir le détail de l'eau, on leur dit, allez voir le rapport de 250 pages, allez voir vous-même. On ne fait plus la synthèse. Alors j'ai dit, moi aux élus, j'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de me donner le monopole de la connaissance de l'eau sur le territoire, etc. C'est un peu risqué. Il m'a dit, mais non, si vous posez la question, nos services seront en mesure d'aller regarder les documents et de répondre. Je dis, oui, mais c'est pas ça. Ce qu'on demande à des services, c'est de faire un travail préventif. C'est-à-dire, on va regarder par avance la situation. Ce qu'il faisait, Saint-Quentin faisait ça très bien. Alors c'est sûr, Saint-Quentin, un jour, dans son rapport, dit le taux de renouvellement actuel de 0,8% est insuffisant, il faudrait passer à 1%. Parfait. On a fait un tract, vous avez peut-être vu, dans lequel on dit nouveau contrat en négociation, on veut 1%. Et on nous a dit vous êtes des exagérés, n'importe quoi, d'où vous sortez le chiffre? De vos services de Saint-Quentin, des spécialistes de Saint-Quentin qui disent 1%. Bon, depuis, ils ne font plus. Je ne sais pas si c'est lié, hein, je n'en sais rien. Mais donc, voilà, donc c'est le travail qui est mené voilà, sur mon temps libre parce que je m'ennuie. J'aurais mis des rapports de délégataires et puis voilà, Voilà. Ça a montré que ces questions de l'eau et des réseaux étaient liées à l'urbanisation. Ce sont des villes nouvelles et c'est quelque chose de spécifique parce que quand même les 5 villes nouvelles ont été faites à peu près en même temps. Donc, on arrive à 60, 70 ans des villes nouvelles. Est-ce qu'on sait si dans les autres villes nouvelles, ils ont des situations identiques? je ne sais pas et je n'irai pas chercher. Parce que j'ai déjà assez de travail et s'il y a quelqu'un qui est volontaire, et dans notre collectif, on est quelques-uns animés à faire un peu ce boulot, etc., il y aurait un travail à mener, et effectivement, de contacter quelle est la situation des autres villes nouvelles pour voir. Il y aurait un travail à faire, mais je ne m'y lancerai pas. Parce que là, en plus, il faut que je vous parle de l'assainissement. Avec les 800 000 euros qui ont été réintégrés dans le budget de Vorpa, on aurait pu remplacer combien de kilomètres de tuyaux? Bonne question. J'ai un chiffre en tête, je crois qu'Aquavest, sur tout le réseau, je crois qu'ils font 10 millions de travaux par an. Donc 10 millions sur tout Versailles, enfin sur tout Aquavest. Donc 800 millions, c'est quand même pas mal quand même en pourcentage des travaux annuels. Si ça devait être que pour une commune, ouais, je pense que 800 000 euros de travaux, c'est pas mal. Et... ouais, je pense que c'est pas mal. Mais bon, c'est peut-être 800 000 euros qui ont été utilisés correctement, hein, je sais pas, pour armer la police municipale, comme ça. Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour le bénéfice quand même des mortels. Alors, je passe maintenant. Ouais. On parlait tout à l'heure des espaces à la recherche et tout, mais le chlorure de vinyle monomère, c'est pareil. Alors, le gaz là, il n'est pas recherché spécifiquement. Suite à la question, j'avais été regarder, je crois qu'on a 5 km sur Vorpa de canalisation en PVC datée des années 70. Des années 70, voilà, 5 km, allez, 6 km de canalisation en PVC qui date des années 60-70. Et effectivement, il n'y a pas de recherche, mais on m'a fait la même réponse. On contrôle la vitesse de l'eau, on évite les à-coups. En faisant ça, on évite la stagnation, il faut surtout pas éviter la stagnation de l'eau. Les températures, il y a tout un système pour que la température ne descende pas au-dessous de 13 ou 14 degrés, je crois, parce qu'en dessous de 13 ou 14 degrés, il peut y avoir de la casse et de la dégradation. Et donc, il y a tout un système pour s'assurer qu'on reste à une température de 13 degrés et pas en dessous de 10 degrés. Il y a des capteurs de pression haute fréquence pour éviter les micro-coups de bélier. Toute la vitesse sur le réseau est contrôlée. Alors moi, je n'ai pas les résultats de ce contrôle. Je ne suis pas capable, je n'ai pas pour vous dire, il y a eu tant de coups de bélier, ce qu'on appelle des à-coups, des choses comme ça. Je ne sais pas, il doit y en avoir. Moi, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, Aquavest, les services Aquavest font tout ce qu'ils peuvent avec la CEOP pour qu'il n'y en ait pas et que donc il n'y ait pas de dégradation de ces canalisations. Après, l'idéal, ça serait de les remplacer. Les remplacer, il n'y a plus ce problème. On a eu sur Vorpa, on a eu 2 grosses fuites, tu parlais tout à l'heure d'Amalgedon. On a eu des gros problèmes. Ouais, c'est pareil. J'ai les chiffres sur les fuites sur Vorpa chaque année. Tac, dans mes documents, je ne sais plus. Mais oui, on a tous les ans des fuites sur branchement, fuites sur canalisation.
vous avez vu tout à l'heure au départ, je m'étais amusé avec quelques photographies de canalisation cassée, de fuite dans la rue. Ça, c'est le trace aux friches, là. Est-ce que ça correspond à l'effondrement permanent qu'il y a de ce... Alors, je passe à l'assainissement avant de vous assommer. Alors, l'assainissement. Collecte et traitement des eaux usées. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau qui repart de chez vous, l'évier, les toilettes, la machine à laver, la douche, et qui va jusqu'à la station d'épuration. Et elle est nettoyée à la station d'épuration, et ensuite elle est rejetée dans un cours d'eau. Alors, pour l'écrasante majorité des Morphasiens, ça va à la station d'épuration de la Courance. D'accord? Que vous connaissez tous. Ici, vous voyez, il y a, en réalité, il y a... Alors, pourquoi elles sont doublées les redevances? C'est parce que quand il y a un changement de tarif au 1er janvier, vous avez le tarif jusqu'au 31 décembre 2024 et le tarif au 1er janvier 2025. Mais en fait, on a ici une redevance Saint-Quentin en Yvelines, collecte et traitement. Pourquoi? Parce que c'est une compétence qui appartient à Saint-Quentin en Yvelines. Pour ce qu'on appelle la collecte, c'est les canalisations qui vont de chez vous jusqu'à la station d'épuration, ça c'est ce qu'on appelle la collecte. Et pour la station d'épuration de la Courance, c'est ce qu'on appelle le traitement, Saint-Quentin a fait le choix de ne pas s'allier à un syndicat intercommunal autre, ce qui n'est pas le cas de toutes les stations d'épuration de Saint-Quentin. Il y en a certaines qui sont dans un syndicat intercommunal qui s'appelle Hydrolyse jusqu'à Versailles, et ce n'est pas le cas de Morpa. Donc Saint-Quentin gère en direct les gros travaux pour les canalisations et pour la station d'épuration. C'est l'équivalent d'Aquavette. C'est Saint-Quentin qui gère. C'est pourquoi vous payez à Saint-Quentin une redevance pour la collecte, pour les canalisations, et une redevance traitement pour la station d'épuration. Mais de la même façon, Saint-Quentin aurait pu créer une régie publique pour gérer la station d'épuration, ou les stations d'épuration de Saint-Quentin, et ce n'est pas son choix. Son choix a été de recourir à un prestataire privé, une délégation de service public, avec une entreprise qui s'appelle Suez. Il y a beaucoup de Suez. Suez est sur tous les contrats sur le territoire. Suez. Et le nom de ce contrat s'appelle Seves. C'est pour ça que vous avez la ligne Seves. Mais en fait, la ligne Seves, c'est Suez qui gère un contrat qui s'appelle Seves. Et là, de la même façon, vous avez une part qui va pour les canalisations, c'est la collecte, et une part qui va pour le traitement, pour la Seves. Alors, j'attire votre attention. Et ça va intéresser les gens qui habitent au Bois-Joli, par exemple. En réalité, l'écrasante majorité des usagers morphasiens voient leur eau partir au bassin de la Courance à la station d'épuration. Mais ça y va par gravitation. Ce qui fait qu'en fait, certains habitants de Morphasiens ne sont pas sur le bassin versant de la station d'épuration de la Courance. C'est le cas ici, là, ici c'est Bois-Joli. Vous êtes sur la station d'épuration d'Elancourt. Et donc, vous êtes au tarif de la station d'épuration d'Elancourt. Ça veut dire que vous payez environ 20 centimes de mètre cube plus cher que le reste des Morphasiens parce que vous allez à la station d'épuration d'Elancourt. Et que Saint-Quentin a fait le choix de saucissonner les contrats. On pourrait avoir un contrat pour les 3 stations d'épuration de Saint-Quentin, la station de plaisir de Morpa et d'Elancourt, avec le même tarif pour tout le monde. Ce n'est pas ce qui a été fait jusque-là. Ça va évoluer à mon avis. Je pense que le travail que font les élus d'opposition, le collectif, fait que aujourd'hui, le contrat qui lie Saint-Quentin en Yvelines avec Suez, je crois que les 6 contrats, parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez canalisation, station d'épuration, c'est avec Suez, avec des contrats différents semestres. Ils se sont débrouillés pour que l'échéance du contrat arrive en même temps, c'est-à-dire mars 2029. Mars 2029, fin du contrat avec Suez pour les 3 stations d'épuration et les canalisations Elancourt, Plaisir, Morpa. D'accord? J'y reviendrai peut-être, je le dis maintenant. Bataille à mener aujourd'hui. Nous, on mène une bataille pour qu'on ne reparte pas avec le privé et pour qu'il y ait une régie publique unique qui gère ces 3 stations d'épuration, qui gère les réseaux de canalisation de ces 3 stations d'épuration, pour que l'intégralité de ce que vous payez soit mis dans le renouvellement des canalisations. Et là, c'est bien, c'est reconnu dans le bulletin municipal, c'est Madame Roussel, je crois, qui le dit, ou alors, oui, je crois, elle explique bien
que pour l'instant, sur Saint-Quentin, pour le renouvellement des canalisations d'assainissement, on est à une moyenne de 0,35%. Et le chiffre est dedans. À ce rythme-là, il faudra 320 années pour renouveler les canalisations. C'est pas possible. Ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que le prix de l'eau va augmenter et on n'aura pas le choix. Mais il va peut-être augmenter pour que 100% de l'augmentation aille dans le renouvellement, ou bien il va augmenter mais avec une partie qui va aux actionnaires de Veolia, de Suez ou de Sor, qui sont les trois grands groupes. D'accord ? Il y a des collectivités de droite qui sont passées en régie publique, parce qu'il y avait une mesure de bon sens. Ils ont vu qu'il y avait des économies à faire, et on peut être de droite et bon gestionnaire, et estimer que si on a un service en régie publique moins cher qu'une délégation privée, il vaut mieux passer en régie publique. Sur le territoire de Saint-Quentin, j'ai l'impression qu'il y a une forme de blocage, mais pas tous les élus. Les élus d'Arsac-Grand-Parc, par exemple, je ne crois pas qu'il y ait un blocage particulier, ils ont l'air ouverts à toute discussion. Je crois même qu'Eva Roussel, quand j'ai discuté avec elle il y a quelques mois, années, elle semblait prête à tout considérer. Et je pense qu'il y a des élus très haut placés à Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont idéologiquement décidé que tout ce qui avait le mot public, c'était à bannir, et que le privé, c'était forcément mieux. Et que je pense qu'on se prive de marge de manœuvre, on se prive d'argent pour des raisons idéologiques. Alors bien sûr, nous, on se fait accuser d'être des idéologues, bien entendu. Hein. C'est toujours, on renverse la faute. Alors que chaque jour, on montre qu'il y aurait un intérêt collectif à passer en régie publique. Et donc là, il y a un enjeu pour 2029, mais sauf que ça se décide en 2026-2027. Donc là, j'alerte les futurs élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a des élections municipales en 2026, il me semble, ils vont avoir la responsabilité de faire ce choix, de savoir qu'est-ce qu'on fait à Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'assainissement à la 2029. 2026, c'est parfait, 3 ans avant, c'est là où il faut lancer le processus. Et donc, j'espère que ça sera un thème de campagne. Je compte sur vous pour que ça soit un thème de campagne lors des élections municipales. Vous faites quoi pour les stations d'épuration 2029 Si tu permets de parler sur ce que tu dis, Nicolas, pour abonder dans ton sens, on a cette difficulté avec Martine au conseil municipal d'aborder ce sujet de la régie publique. Moi, je suis gauche, je ne le cache pas. Notre groupe est ouvert, hein, il est accessible à tout le monde, il n'y a pas de problème. J'ai été chef d'entreprise. Apparemment, on ne peut pas être de gauche et chef d'entreprise, paraît-il. Mais dès qu'on prononce le mot régie publique, on est taxé de gauchiste, je ne veux pas dire le nom. Et je trouve que c'est dommage parce que ça. On ne peut pas débattre, on ne peut même pas discuter. On ne peut même pas discuter du bon sens qu'il y a chiffré et de l'intérêt général basculé sur l'eau ou sur l'assainissement en régie publique. Donc, ceux qu'on contacte, discutent avec le maire, n'hésitez pas aussi à pousser dans ce sens. Je pense que si on pousse chacun aux uns des autres, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et Nicolas l'a bien montré, hein, parce que sur tout le travail qu'il a fait, c'est parce qu'il lit les dossiers, il les maîtrise, il les connaît, qu'on arrive à faire bouger ceux qui sont un peu rigides, les majorités un peu rigides. C'est un travail qui est difficile. On a besoin aussi de l'effort de tous. Et souvent, il y a une confusion. On va vous dire, non mais attendez, nous, la commune, on n'a pas les moyens de gérer ça. Donc, rappelez-leur, non, ce n'est pas le personnel de la commune. Comment ça se passe rapidement en régie publique? C'est pas compliqué. Hein. Souvent, vous avez un prestataire privé, et puis il y a un choix politique 3 ans avant on mettra, quand le contrat va arriver à échéance, on va créer une régie publique. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le personnel qui est débauché. C'est-à-dire qu'on propose au personnel qui travaille pour Veolia ou pour Suez en contrat, par exemple, CEOP. Moi, en rigolant, une fois, voilà, j'ai vu des gens de la CEOP, je dis, ah, les futurs employés de notre public. Parce qu'en fait, c'est des gens compétents. Simplement, on vous propose de faire le travail pour l'intérêt général ou de le faire pour les actionnaires. Et en fait, plein de cas de figure où ils acceptent de passer dans la régie publique, ils ne deviennent pas fonctionnaires. Hein. Ils passent dans la régie publique, c'est le même personnel, mais ils font le travail au service de l'intérêt général. Donc c'est du personnel compétent. Quand on dit on n'a pas de personnel compétent à la mairie, mais non, ce n'est pas le personnel de la mairie. C'est le même qui sera débauché dans une entité autonome. La régie publique, elle est autonome de la collectivité, et simplement elle coûte moins cher. Et le travail est mieux fait. Alors, un des gros problèmes, pour aller dans votre sens à tous les deux, c'est qu'on est en présence d'un président de la CESPI, qui est un idéologue du privé, depuis très longtemps, et qui, dès qu'on lui parle de mot public, considère que c'est un gros mot. Depuis des années, j'ai eu l'occasion de discuter avec et tout, et donc ça pose un problème idéologique, entre autres. Parce que
il y a des régies publiques qui marchent bien, certaines ne marchent pas bien, pour être honnête, c'est de le dire. Et nous, on a cette transparence de le dire, c'est-à-dire que quand ça marche bien, il faut y aller, il ne faut pas rester dans des camps idéologiques qui servent à rien. Alors, juste une dernière chose. Une petite précision sur les tarifs morphoisiens. Donc, j'ai parlé du bois joli, vous avez 20 centimes de plus parce que vous allez à Elancourt. Et il y a 20 foyers qui habitent allée du Parcours. Donc, c'est le tout petit bout là qui est là, ici. Où eux, ils vont à la station d'épuration de Villiers-Saint-Frédéric. Et eux, ils payent, alors, majorité des morphoisiens 4,28, si on prend l'abonnement. Bois joli 4,48. Et eux, ils sont à 6,06. Un jour, j'ai reçu un mail d'un monsieur qui habitait dans cet endroit. Il m'a dit, je ne comprends pas ma facture, j'ai vu que vous avez fait une réunion publique, etc. Je lui ai dit, bah oui, vous êtes sur le bassin versant de Villiers-Saint-Frédéric. C'est une station d'épuration qui coûte une fortune. Vous êtes à 6,06. Voilà. Et donc, alors moi, j'ai dit au maire, j'ai dit, simplement, en tant qu'élu, quand vous faites un bulletin municipal, vous dites, le prix pour les morphasiens, c'est 4,24. C'est une erreur, c'est pas 4,24, c'est 4,28. Une erreur, c'est pas grave, c'est quelques centimes. Faites attention parce qu'il y a des parties de vos habitants pour qui c'est pas le cas et quand ils voient leur facture, ça ne correspond pas. Ils disent oui, mais on est obligé de faire des choses très générales, des choses comme ça. Je dis mais pas un petit encart, ça coûte rien, etc. Ça permet d'être un peu plus juste et de ne pas créer voilà, des énervements auprès de la population. Donc là, c'est 20 foyers. Bon, voilà, ils ne savaient probablement pas. Voilà. Et alors, je répète, hein, quand je dis 4,28, 4,48 et 6,06, c'est quand vous n'êtes pas en habitat collectif. En habitat collectif, la surfacturation, on avait estimé en moyenne, par foyer, c'est 35 € de plus par an. Par rapport à quelqu'un qui est en un individuel, en un collectif, voilà, c'est 35 € en plus par an quand vous êtes surfacturé, mais ça va disparaître parce qu'ils ont vu la boulette. Et donc, t'en parlais tout à l'heure, je fais une parenthèse, c'est qu'on s'est battu pour que le contrat CEOP, qui se termine fin 2026, devienne une régie publique, mais les élus majoritaires de Saint-Quentin en Yvelines, de Versailles-Grand-Parc, d'Aquavès, ceux que j'ai montrés tout à l'heure, ont fait le choix, en septembre dernier, de repartir sur une délégation de service public au privé pour 11 années. 11 années à partir de 2027, ça fait 2038. Ça veut dire que même les élus là qui vont être élus en 2026 n'auront pas de prise là-dessus. Ça sera encore le mandat d'après où on pourrait mettre fin à la délégation de service public. Ce qui est dommage, ça se fait sans débat et sans concertation, parce qu'on a regretté, parce que la population a mérité d'avoir ce débat et ce choix. Il n'y a pas eu. Ça s'est fait en petit comité, là, parmi les élus qui siégeaient. Moi, je l'ai découvert une fois qu'on m'a présenté le rapport qui concluait, qui faisait le choix de la DSP. Tout seul, en réunion, j'ai dit, mais ça ne va pas. Il y a un ou deux élus de gauche, il y a quand même un ou deux élus de gauche qui sont là, qui siègent, qui eux ont voté contre. Voilà, mais ça ne faisait pas face à la masse. Voilà. Et le débat n'avait pas eu lieu de toute façon. Il y a même des élus de bonne foi qui ont dit, ah, mais la République, on n'y avait pas vraiment réfléchi. Voilà, on nous dit que c'est mieux comme ça, on continue comme ça pour 11 années. À Elancourt, ils sont partis pour 14 années. Avec actuellement, donc là, on est parti pour une délégation de service public qui est repartie pour 14 années. Allons-y. C'est l'idéologie locale. Est-ce que ça peut se casser? Alors, ça peut se casser, on peut dénoncer un contrat, mais la loi est si bien faite que souvent, même quand on casse le contrat, il faut quand même payer des pénalités faramineuses. Station d'épuration de Villepreux, gérée par Veolia. Veolia estime que la rentabilité du contrat n'est pas suffisante, donc c'est Veolia qui dénonce le contrat, mais Hydraulis a quand même dû, donc la collectivité qui gère, a dû verser des pénalités à Veolia. Alors c'est Veolia qui dénonce le contrat, il y a quand même la collectivité qui a dû donner de l'argent à Veolia. Alors, la loi est faite, moi dans le rapport annuel du délégataire, je vois de temps en temps, selon la FP2, F2PE, je ne sais pas quoi, etc. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces personnes qui visiblement ont beaucoup influé sur la réglementation? Et après, je vais voir, c'est la Fédération des entreprises de l'eau, qui visiblement a un poids considérable sur tout ce qui est la législation autour de l'eau. Ils ont un rôle. Ils sont à la base Alors peut-être d'abord au fond, ouais, et puis après à vous. Vous indiquiez tout à l'heure, enfin à l'instant, comme quoi à l'eau, le mètre cube c'est 4,24. Ça correspond à quoi, 4,24? À tout ça. À tout. Tout.
L'abonnement, vous avez par mètre cube. La facture finale divisée par le nombre de mètres cubes. Alors, la facture finale divisée par le nombre de mètres cubes, ça vous fera 88. D'accord. Voilà. C'est exactement ça. Moi, j'en suis à 4,59. Ah, parce que vous êtes un habitat collectif, probablement. Non. Vous, personne, vous habitez où vous avez une facture à vous êtes à 4,59. Alors, attendez, oui, c'est parce qu'il y a l'abonnement. Il faudrait que vous preniez votre facture sur toute l'année. Parce que l'abonnement, vous la payez un semestre et vous ne la payez pas l'autre semestre. Donc il faut lisser. Oui, pas lisser, ça grimpe plus. Non, il faudrait prendre votre facture sur toute l'année. Il y a un segment l'abonnement. En mai 23, c'était 3,93. Et en novembre 24, 4,56. Oui, alors, oui, et il y a le contrat, une délégation de service public, les augmentations de tarifs sont prévues par une équation machin qui est prévue à l'avance, qui est aussi parfois indexée sur l'inflation. Donc il y a eu des grosses hausses, le délégataire CEOP a fait des grosses augmentations pour suivre l'inflation, et donc il y a eu effectivement une augmentation du tarif de l'eau, même quand on ne changeait pas de contrat, ça a augmenté. Là, ça paraît un tout petit peu baissé en 2025. Alors, il y a l'assainissement qui a un petit peu baissé, parce que l'inflation a ralenti. Mais oui, il y a une augmentation du tarif de l'eau qui suit l'inflation, même parfois qui suit au-dessus de l'inflation. Je crois que depuis 2017, c'est 1% au-dessus de l'inflation, l'augmentation de l'eau sur le territoire. Et ce n'est pas uniquement pour renouveler les canalisations, vous l'avez compris. Vous aviez une question? Oui, je voulais dire, comme les deux voisins, j'habite le village de Loire, et à ce titre, nous, ça fait nous a cité, on a fait l'observation des gens de l'autre côté, et depuis 2023, on a pris l'initiative de recalculer toutes nos factures dans le seul document sur la base d'une tarification individuelle, c'est-à-dire avec des tarifs clairs que aucun de nos bâtiments, lorsqu'on le redivise par le nombre de résidents qui est de l'ordre de 12 à 14, nous dépasse les 80. Standard. Et déjà en 2 ans, ça fait 2 ans qu'on fait l'exercice, en 2023-2024, on aurait déjà fait une économie de 4 248 euros. Alors on a rencontré Madame Cédrel, on lui a expliqué tout ça, et c'est une difficulté en fait on a une économie de 6 euros, on est parti dans une explication qui n'était pas du tout. Et on a rencontré, il y a eu une étude de fait par la FOIRES, et on a rencontré dans un deuxième temps en septembre de l'année dernière, on a rencontré le directeur marketing de la FOIRES, qui est venu nous commenter les coûts qui nous mettaient, et il disait qu'effectivement, par rapport à un logement privé, notre consommation sur une base de 88, on aurait à peu près, on est plus de 12,60 €, plus qu'un bailleur, quoi, qui représente quand même 9, pas loin de 10% de plus que le bailleur. Et il nous a dit qu'on était dans l'inégalité parce que, en fait, le tarif, c'était signé par les élus, c'était la loi. On a dit non, c'est pas la loi, c'est votre règlement. Nous, la loi, on est tout à fait d'accord sur la règle qui est la suivante, qui est appliquée, c'est-à-dire de faire payer plus cher ceux qui consomment le plus. On est tout à fait d'accord avec vous. En revanche, elle ne peut pas adapter au logement collectif antérieur à novembre 2017, puisque nous avons un point de livraison de que de ce fait, on est dans le premier trimestre, on est tout de suite frappé du tarif T2 et du tarif T3. Donc il nous a dit, écoutez, vous vous embêtez, on va faire une assignation, on va vous assigner, on va vous assignez-nous, sur 4 000 € pour la CE, je pense que l'assignation, ils n'ont pas lancé dans les frais. Et on a proposé donc à nous, on va faire des résolutions pour savoir si l'ensemble des propriétaires nous suit cette démarche. Il semblerait quand même qu'on soit assez suivi de ce côté-là et qu'on fait une rétention, on fait une petite poche. Alors on ne va pas l'appliquer sur les 4 ans, parce que je crois qu'en 2026, Alors c'est 2027 ça va disparaître, mais en 2026, on sera encore. Oui, fin 2026, donc on va dit qu'on va le faire sur 2 ans. On va couper la porte en deux, on va se prendre les 50% normalement. On me laisserait nos coordonnées parce que je pense que ça pourrait donner des idées à pas mal de copros. Alors, je
Les 12 euros qu'ils vous disent là en moyenne, etc., ils nous l'ont déjà sorti parce que nous on a fait d'autres calculs là, qui sont des calculs. 35. On parle de 35. Et donc nous on a des calculs qui sont prêts, qui sont calculés, tableur Excel, machin, etc. Et à Coes, ils m'ont dit non, vos chiffres sont faux. Je leur dis très bien, c'est comme quand ils m'ont dit, ils me disent aujourd'hui que le taux de rendement à Morpa est remonté à 92%. Je dis non, c'est 88%. Et on m'a dit, donnez-nous vos chiffres. Très bien, donc je leur ai envoyé mon calcul. J'ai dit en échange, donnez-moi vos chiffres. Comment est-ce que vous arrivez à 12 euros? Parce que nous, on a calculé que c'est plutôt 35 euros en moyenne par Coes, vous voyez, j'attends leurs chiffres. Pour l'instant, j'ai pas reçu. Nous les ont sortis, bon, ça fait il y a beaucoup de papiers, bon, on était plusieurs communautés, donc effectivement, ce document répond aux attentes de plusieurs communautés, mais nous, en isolant la page qui nous concerne, c'est la dernière, et on s'est dit que cette revue, enfin, c'est ce qu'on a dit à Mme Roussel, pour vraiment obtenir, pour faire en sorte que ça bouge, il faut toucher au porte-monnaie. Si on ne touche pas au porte-monnaie, ça reste des paroles, des réunions, on sort de la réunion, tous les budgets, on les budgets, et là, on dit en touchant au porte-monnaie, c'est le seul moyen de faire un charge. On sait que ça les embête. En plus, ça les embêterait que ça se sache. Et nous, ça nous embêterait que ça ne se sache pas. Parce que, non, mais quelque part, c'est le seul moyen. Parce que c'est vrai qu'elle est venue nous parler après la réunion qu'on a eue, elle est plus après. Donc, elle est venue nous voir, on était sur le parti de la réunion de l'emploi, elle nous dit, oui, en fait, vous avez parfaitement raison. On va essayer de vous associer lorsqu'on fait les prochaines négociations. Oui, enfin, elles sont terminées là, les négociations. Oui, bon, on s'en doutait un peu. Hein. On n'espérait pas trop non plus. On en reparle après, mais effectivement, il y a quelque chose pour 2025-2026 qui pourrait être reproduit. Parce que, effectivement. Qu'est-ce qu'on risque? Je veux dire, plus on est. Alors, le deuxième point que je voulais vous dire, en plus, c'est que dans le collectif, on a quelqu'un qui a rejoint récemment et qui aime beaucoup aller regarder les textes de loi et qui m'a dit non, mais je suis sûr que c'est pas légal ce truc-là, c'est complètement inéquitable. Voilà, on a un foyer, machin, une surfacturation, ça s'attaque au tribunal administratif, c'est sûr. Je lui dis, comme je dis maintenant, c'est ma réponse. Je dis, si tu veux creuser, creuse, mais moi j'ai pas le temps de creuser. Mais clairement, il y a un truc là, voilà, il y a un truc qui est bizarre. Effectivement, vous trouvez dans votre appartement de payer quand même une tarif, puis à côté, sur aucune. C'est ce qu'on leur a dit. Il serait plus simple de faire appliquer un peu le principe qu'on a sur le Téléthon. On verse sur le Téléthon ou le principe social caritatif. On verse de l'argent. On a la formation, qu'il y a une partie de cet argent qui est versée à la recherche, une partie qui est versée pour payer les gens qui travaillent. Il n'y a pas les bénévoles, mais qui travaillent dans. Donc tout ça, il y a un camembert qui se fait, et on paye le même tarif de l'eau, le même coût d'étude, que ce soit pour du privé. Il y a des syndicats intercommunaux qui font ce travail, c'est-à-dire de diviser par le nombre de foyers pour qu'il n'y ait pas de dépassement des tranches indues. Ça me semble plus logique de dire qu'on paye 4 euros. C'est pas fait quand il y a un seul point de livraison. Pardon? Ça n'est pas fait quand il y a un seul point de livraison, c'est bien le problème. Non, mais il y a certains syndicats, pas nous, ailleurs, où ils le font. C'est-à-dire qu'il y a un compteur unique, mais comme ils savent que derrière il y a 120 logements, ils divisent la consommation par 120, et si la moyenne c'est 90, bah donc ils ne sont pas facturés à au-dessus de 120. Alors, ils nous auraient tenté, lorsqu'on a effectivement dit ça serait aussi simple de faire ça. Donc, c'est très difficile de tenir des syndics, le nombre de résidents dans un même immeuble. Si c'est que ça, c'est pas résidence. Il y a un compteur, on vous le donne tout de suite. Bah oui, il y a un compteur, on sait dans la résidence c'est combien de logements. Mais en fait, on a proposé, c'était de donner cette information-là, que fasse l'information sur l'ensemble des 50 ans de ville, que chaque syndic de copropriété ou conseils syndicaux concernés fasse l'analyse qui est derrière ce point de livraison, 2 personnes, 14, 25, 77, peu importe. De façon à ce qu'effectivement, au final, il y ait une statistique qui soit établie et qu'on puisse rétablir une tarification ajustée à la consommation individuelle et non pas à une consommation. La semaine prochaine à Aquavest, à la réunion, je vais redemander à ce qu'ils votent ça pour l'année 2026 et machin. Et on va, j'imagine, leur dire maintenant c'est compliqué, etc. Mais vous l'avez, on l'a, moi j'ai déjà évoqué en réunion, les élus de gauche ont déjà évoqué, ça se fait, c'est facile à faire. Alors, et la dernière chose que vous avez fait, bon, moi j'avais toujours vos 60, pour que en plus, parce qu'on était dans le collectif par rapport à l'étudiant, il m'a dit, la mort, quand même, hein, alors, oui, c'est pas la mort, et quand on divise
d'œuvre est payant, ça fait quand même 9,30. Donc vous êtes en train de vous dire, à côté, que c'est pas grave, que les gens qui vivent en collectif, qui sont censés être des gens peut-être moins nantis que ceux qui travaillent, payent 9 en bourse. Oui, mais si on fait l'inverse, c'est lever le bouclier de gens qui habitent dans les pavillons. Ça ne passera pas. Donc c'est donc logique. C'est complètement illogique. Et vous vous rendez compte, les propos, vous vous tenez. Alors, juste après, il y a des questions. Je termine juste sur l'histoire d'assainissement. Là, on a refait une parenthèse, quoi, parce que une dernière chose sur l'assainissement, et je reviens à la station d'épuration de Morpa, puisque en 2021, je crois, donc le contrat avec la SOR s'est arrêté, qui gérait jusque-là la station d'épuration, et ensuite, il y a un nouveau contrat qui est passé avec Suez, le contrat Seves. Et là, pareil, Suez, Seves, se rend compte qu'il récupère une station d'épuration en mauvais état. Parce que le syndicat, donc Saint-Quentin, mais avant Morpa, qui devait gérer cette station d'épuration, visiblement n'a pas fait des travaux, et aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup de travaux dans cette station d'épuration qui ne va pas bien. Notamment, 2022, le 20 mai 2022, incident majeur, c'est la nomenclature, hein, c'est pas un petit incident, incident majeur, du chlorure ferrique a été rejeté dans le rue de la Tourance, qui a tué la faune et la flore le 20 mai 2022. Et sur cette année-là, il y a eu 10 incidents, et on a encore régulièrement des couples trop, la station d'épuration qui déborde et de l'eau qui est rejetée dans le rue sans avoir été nettoyée. Alors la loi autorise, hein, en cas de forte pluie, à rejeter. Voilà, il y a un minimum légal possible, mais l'idée c'est de tout faire pour que ça n'arrive pas. Et donc voilà, j'insisterai juste une dernière chose sur une des prochaines batailles, je dis que ça ne va pas, il y en a plein, c'est cette station d'épuration et pour que en régie publique, elle soit gérée de manière plus dans l'intérêt général. Je m'arrête là pour l'exposer. Okay. Les anomalies que vous avez constatées sur Bois-Joli, dans les quartiers en gros. Alors, ce n'est pas des anomalies, mais c'est. On est hors territoire municipal. C'est bassin versant. Est-ce que ça va être rectifié ou c'est. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça, on ne pourra rien y faire. L'eau du Bois-Joli aura toujours à l'emploi. C'est le bassin versant, c'est pas une gravitation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vu que les 3 stations d'épuration et les canalisations sont à la charge de Saint-Quentin-des-Villes, Saint-Quentin peut faire un système de péréquation. C'est-à-dire, on se dit, voilà, on fait un contrat unique pour les 3, nous, idéalement, on dirait une régie publique, et pour l'ensemble, c'est le même tarif pour tout le monde. Et donc, vous voyez que ça aille à la Tourance ou que ça aille à Elancourt, vu que ça sera le même tarif, il n'y aura pas de différence de tarif, parce qu'il y aura un contrat unique, peut-être une régie publique unique, qui fera le même tarif pour tout le monde. C'est ça la solution. Et pas un contrat pour les canalisations et la station d'Elancourt, un autre contrat, il n'y a pas de même tarif, le même tarif. Voilà, donc il y a 3 contrats différents, donc à chaque fois ça fait des tarifs différents. Et là, il y a une possibilité d'unifier le tarif. Et ça, c'est réfléchi. Je crois que c'est réfléchi parce que, comme je vous disais, les contrats, ils seront débrouillés pour que les 3 plaisirs et l'encore pas arrivent en même temps à l'échéance. J'espère que c'est pour faire un contrat unique sur les 3. Et nous, on espère que ce sera pour une régie publique qui va gérer les 3. Donc je pense que ça, c'est dans les tuyaux. Les stations d'épuration appartiennent à qui? Saint-Quentin. À Saint-Quentin, oui. Donc à nous. Oui, nous sommes Saint-Quentin. Nous sommes du parti de Saint-Quentin. Alors je termine juste, ça c'est notre page Facebook collectif OVSQY pour nous suivre, là où on met un peu nos informations. Notre adresse mail si vous voulez nous contacter, si vous voulez rejoindre le collectif, c'est-à-dire être informé de toutes les réunions, de tout, et puis aussi participer aux travaux, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de faire ce travail, pour s'occuper peut-être de quelques petits aspects, voilà, si on peut se diviser le travail, c'est toujours mieux. Et donc on a besoin de toutes les forces pour continuer ce travail, et puis du relais des élus de Morpa Dynamique et Solidaire qui sont dans le collectif depuis le début, et donc qui suivent cette règle, qui relayent sur Morpa tout notre travail. Merci beaucoup Nicolas. Alors, une chose que je voudrais dire par rapport à
pas vous situer, si vous avez nécessité de vous situer politiquement, il est clair que nous, quand on s'adresse à nos résidents, tout le monde n'est pas du même bord. On ne peut pas être partial, partisan, ou présenter la chose de façon partisane. La communauté que représente le Bois-Joli 2, peut-être Bologna, on ne les connaît pas assez, mais ce n'est pas tous d'un côté ou tous de l'autre. Donc, le travail qui peut être fait, ou l'information qui peut être transmise, ne peut pas être partisane. C'est la vocation d'un collectif. Pardon ? C'est la vocation d'un collectif. C'est la vocation d'un collectif, mais voilà. Parce c'est pour ça que nous, par exemple, c'est pas on porte ça sous le nom du collectif. C'est-à-dire que dans le collectif, on porte des mobilités solidaires, et il y a d'autres groupes politiques, peu importe leur positionnement, mais il y a surtout aussi beaucoup de citoyens. Et c'est ça qui est important. Et le message, il n'est pas partisan, il est d'intérêt général. Nous, au collectif, vous avez compris, on est favorable à la régie publique. Mais je peux vous faire la même soirée, je vous présente tous les faits, sans évoquer l'intérêt de la régie publique. Ça ne changera à peu près rien à la soirée. Hein. C'est-à-dire, factuellement, tout ce que j'ai présenté comme dysfonctionnement, etc., c'est factuel, et ça peut être entendu par n'importe qui, de n'importe quel bord, même d'aucun bord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je présente une situation factuelle, de l'argent, il y en a besoin, voilà comment il doit être utilisé, plus, moins, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir une orientation politique. Oui, mais ce n'est pas la notion de régie publique qui précise que vous êtes à gauche ou à droite. C'est pas ça. C'est que si on intervient dans ce collectif, Bois-Joli 2, par exemple, pour l'instant, c'est nous qui les drôles dans l'avenir, c'est pas forcément nous. Que les gens qui travaillent dans cette idée de, voilà, par rapport au prix de l'eau, par rapport à ce que vous avez évoqué, rejoignent le collectif, ne se sentent pas forcément orientés vers une mobilisation politique. Ouais, je vois pas le. Je fais juste allusion au bureau de vote qui est juste à côté, et généralement, la majorité qui sort de ce bureau de vote n'est pas une majorité. Ouais. La position. Voilà. Après, il y a possibilité que quelqu'un du conseil syndical à titre individuel, il est pas obligé de dire je suis là aussi pour ce mois-ci, etc. Voilà. Ça reste apolitique. Si j'ai bien compris qu'un conseil syndical, que ce soit qu'il arrive, il y avait une question. Non, je comprenais monsieur parce qu'il y a un truc qui nous arrange. J'adore votre exposé, il est top. Et le très collectif, je crois que c'est tout à fait monsieur. Il ne faut pas dire gauche, la gauche. Le discours, on le fait à ce niveau. Il ne faut pas dire vous exposez tout ce que vous avez dit. C'est top. Et en face, vous avez des gens qui ne sais pas. Et c'est pas pour ça que je suis pour un truc commun ou pas commun. Là, ce que vous avez dit, dans vos chiffres, pas. Et j'ai dit que j'étais de gauche ce soir. Non. Mais c'est pas ce que dit monsieur. C'est parce que vous avez toujours dit que vous avez été placé de gauche. Vous avez pas. Ah oui, c'est ça. Et en fait, c'est une option. Moi, j'ai une question. Encore ce petit côté-là. Et je pense que le discours, finalement, vous avez des gens totalement de droite qui ont pas. Et c'est ça qui est dommage. Parce que vous faites un super travail. Et je trouverais ça dommage qu'en fait, Voilà. L'adhésion est d'abord citoyenne avant d'être politique. En fait, de nouveau, moi, là juste, l'orientation de mes présentations, c'est que notre collectif s'est créé autour de la défense de la gestion publique. En dehors de ça, il n'y a pas d'orientation. C'est-à-dire que c'est gestion publique. Je peux faire une présentation où je ne parle pas de l'avantage de la régie publique par rapport à la délégation privée. Je peux faire, je dis, ça sera à peu près la même présentation, sans préciser à chaque fois. Et si on était en régie publique, on aurait plus d'argent pour faire ces travaux, mais je vois pas trop l'intérêt, ça serait un peu renier l'état d'esprit du collectif. Non, mais comme je l'aurais dit, les régies publiques aussi ont été choisies par des communes de droite. Estrosi à Nice, il est passé en régie publique. Parce que, voilà, lui aussi a compris que la régie publique, il y avait un intérêt. Donc, nous, il y a une orientation de notre collectif, puisque c'est le collectif pour une gestion publique. Mais juste pour
C'est pour ça, à quel moment il y a le risque de perdre les gens de droite? C'est ça que je n'ai pas compris ici, parce qu'à un moment, non, on est catégorie. Alexandre, si tu permets, je pense qu'il faut faire attention. J'ai trouvé la présentation de Nicolas franchement factuelle. Il a parlé effectivement de régie publique, mais il a mon point, c'est pas une maladie. Il faut faire attention parce que il y a des volontés de casser le collectif. Et comment on casse le collectif? On casse le collectif, vous allez voir dans la prochaine tribune de la majorité là, qui va sortir en juin, là. Nous, on est catalysés. Nous, ce qu'on dit, c'est que notre groupe, il est citoyen. Nous, aujourd'hui, on est un peu citoyen, ouvert, on veut discuter avec des gens de gauche, de droite, qui se retrouvent dans une intelligence collective sur un projet. Ça, c'est notre ligne de conduite à nous. Mais on ne peut pas empêcher nos adversaires, parce que c'est le cas, malheureusement, de vouloir casser notre élan en nous cataloguant systématiquement. Donc, vous verrez en juin, le maire, parce que c'est lui, on est Mélenchon, dans sa dernière tribune, on est Trump, il est loin là, il nous catalogue de Trump. Donc si on continue comme ça, la prochaine fois on sera Poutine, peut-être qu'on sera des nazis, je ne sais pas. Mais tout ça, il faut être conscient que c'est fait exprès pour essayer de dévaloriser un collectif qui veut s'intéresser à l'intérêt général. Voilà, il y a aussi cet aspect. Donc, il faut se mettre debout. Là, je crois qu'on a parlé de questions d'argent et autres. Nous, on vient de réagir sur les longs cours. Vous savez, on est dans la maison de quartier des Coulerets. Vous savez que là, actuellement, il y a un projet de réaménager le parc des Coulerets pour plus de 4 millions d'euros, où on veut faire un arboretorium, un truc luxueux, etc. Bon, à un moment donné où on estime qu'il faut faire des économies, qu'il faut chercher l'argent, il faut peut-être prioriser, dépenser 4 millions là pour le parc des Coulerets, ça nous semble aberrant. Donc là, on a lancé cette semaine une pétition en demandant à ce qu'on suspende les travaux sur le parc des Coulerets et puis qu'on fasse une meilleure information et puis que la population soit consultée. Donc il y a des moments où il faut se mettre debout. Ce que je vous propose, c'est de prendre encore deux questions, ensuite on conclut. Comment on fait ça? Non, on ne sait pas. Là, c'est en ce moment que c'est décidé. Il y a un cahier des charges qui a été établi pour présenter à toutes les entreprises de l'eau le futur contrat pour 11 années. Cahier des charges qu'on a demandé, que les élus ont demandé, qui a été refusé. Ils ont saisi la CADA et la CADA a dit si, vous devez avoir le droit d'avoir un cahier des charges. Et donc, des sociétés devaient se présenter ces dernières semaines, devaient présenter leur offre en fonction de ce cahier des charges. Et dans les jours qui viennent, Aquavest doit choisir, les élus d'Aquavest doivent choisir le prestataire qui sera peut-être encore Suez, ou bien ce sera peut-être Veolia, ou ça sera SOR. Voilà, c'est les trois groupes qui se sont peut-être positionnés pour repartir sur le contrat. Donc on ne sait pas si c'est le qui sera. On ne sait surtout pas si la méthode des calculs va être ce qu'on sait, la chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils abandonnaient la tarification progressive. Les T1, T2, T3, là, tout ça, ils arrêtent, ils ont vu que c'était une lettre. Nous, on le regrette, puisque nous, on défendait qu'on maintienne une idée en faisant voilà, mais en faisant compte des habitats, ils ont dit ah, pas trop compliqué, on le supprime. C'est-à-dire le même tarif pour tout le monde. Mais donc, ça veut dire que le tarif de base, c'est pas le tarif de base qui est le même pour tout le monde, c'est qu'il va y avoir une moyenne des trois tarifs. Donc, le tarif de base va augmenter. Parce qu'il n'y a plus les tranches progressives, c'est-à-dire ceux qui payent une partie plus cher, qui financent ceux qui payent moins cher. Une moyenne. Je pense qu'ils vont faire une moyenne, et il y aura un seul tarif. Alors, je ne sais pas, là c'est en négociation. Ça vous dit, ça donne quoi? Mais quoi? Si on enlève des tarifications. Vous avez une ligne avec un tarif qui va être médian pour les trois tarifs. Ce sera le même tarif, peu importe la consommation. Par contre, qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on risque en fait de la part de la CE? Aujourd'hui, on parle de 4 200 €. C'est motivé par une bourse apparemment qu'ils ont fait, qui apparemment une plus-value pour l'université. Je vois pas ce qu'on risque, parce que c'est la question qu'on va nous poser dans quelques jours au Conseil syndical. Il y a tous les ans, il y a des usagers qui négocient avec Aquavest pour pas payer une partie. Là, dans le rapport, ils disent tous les ans quels sont les montants qu'on va avoir là, quels sont les montants sur Aquavest, que ce soit sur une partie de la facture. On peut faire valoir aussi un argument. C'est quoi? Non, c'est qu'il y a des impayés et Aquavest abandonne le fédération. Ça passe en fait de profit. Ouais, je pense. Là, dans les comptes, d'autant plus motivé les informations que nous n'avions pas sur l'assainissement, les 20 centimes plus cher pour nous. Donc, c'est pas l'argument qu'on n'avait pas. La CE, en fait, la loi dit que c'est le distributeur qui établit la facture, mais dans cette facture-là, la CE, il garde que la ligne CE, le reste, c'est eux, ils reversent. Et donc, si vous leur dites assainissement, ils diront assainissement, c'est pas nous, on n'est pas responsables, nous, on fait que facturer, on reverse ce qui est prévu. Nous, on n'est pas responsable de ce qui se passe pour l'assainissement. Nous, on ne sait pas comment ils redistribuent l'argent. On ne sait pas comment. Non, mais ce que je vous propose, on prend une dernière question et on conclut. S'il y en a une. Ok, conclusion. Je pense qu'il faut applaudir Nicolas parce qu'il fait un sacré boulot. Je vous invite à suivre nos publications parce que l'enjeu sur l'assainissement, il y a un enjeu pour l'année prochaine. On va se battre dessus. Et toutes les informations qu'on peut récolter, on les partagera. Et n'hésitez pas à consulter le Facebook du collectif. Si vous retrouvez tous ces documents sont déjà présents. N'hésitez pas à les partager. Merci encore une fois d'être. Merci à vous aussi, Madame Rayol, de l'initiative de cette réunion. Dommage que les représentants de municipalités ne soient pas présentés, ça serait intéressant. Vous allez comprendre dans l'idée aussi, mais ça me comprend dans l'idée française parce qu'on commençait à être remis en cause un peu la voilà, on prend un risque